Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Dragon Ball Cast. Alors un podcast très particulier parce que nous allons vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour attendre Dragon Ball Super. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de fakes sur Dragon Ball Super, les gens s'impatientent. Et ben là, exceptionnellement, ce qu'on va faire, on va parler des autres titres. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les autres mangas parce qu'il n'y a pas de Dragon Ball dans la vie, loin sans faute. Alors je suis avec Dr. Rechi. Comment ça, il y a autre chose que Dragon Ball? On m'aurait menti. Bonsoir. Oui, il y a autre chose que le film. Ça c'est de l'intro, monsieur, ça c'est de l'intro. Oui. Je garde. Et nous avons l'inérable Shunan Gohan qui va bientôt embêter aujourd'hui, mais il y a beaucoup de ressources, le jeune garçon. Bah moi j'ai piqué l'intro de Kogashi, je vais dire, tiens, il y a autre chose que Gohan dans la vie? Non, c'est pas possible. Oh mon dieu, mon dieu. Et nous avons l'incroyable, l'indomptable, le plus gros fan d'un certain manga dont je vais pas citer, Anime Gnocchi. Yo, salut tout le monde. Bon, alors oui, il y a plein d'autres trucs que Dragon Ball, on est là pour vous en parler, on espère que ça va vous plaire, donc essayez de pas trop décrocher parce que on va essayer de s'investir au mieux pour vous. Voilà. C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il dit, mais on le fera pas. Ouais, voilà. Moi je vais essayer. Après, je sais pas, j'ai confiance, mais on va voir après. J'aime beaucoup le c'est ce qu'il dit. Ça, quoi. Tu vas voir. Non, mais voilà. En tout cas, on fait ce podcast parce que oui, Dragon Ball c'est très important pour toute l'équipe de Dragon Ball Cast, évidemment. Mais il y a des à côté, il y a d'autres titres très intéressants, dont malheureusement sur certaines chaînes YouTube, peut-être qu'on en parle peut-être pas assez. Et on se dit que on se rassemblait pour faire un petit podcast pour parler de ces titres, aussi bien anciens que récent, et voilà, on va se dresser notre petite liste d'envies pour vous dire ce qu'on pourrait vous recommander là-dessus. Qui veut commencer? Anime Gnocchi, tiens, pour commencer. Écoute, moi j'ai plutôt des animes récents, donc je vais passer mon tour pour le moment. J'aimerais bien qu'on les fasse par ordre chronologique à peu près, quoi. Alors là, j'en serais incapable. Enfin, moi par contre... Ah, tu vois, moi j'essaie de m'investir, et là, très bien. Ça commence à partir on sait tous qu'il en fait rien. roue. Bon alors, un titre ancien, Dr. Echi, c'est pas grave si on se trompe dans l'année. T'en as un? Moi j'en ai un en tête, mais... Viser la décennie, 80, 90, 2000... 70 aussi, hein, Goldorak, tout ça. On peut dire déjà les incontournables. Déjà, oui, bien sûr. Allez. Allez, un petit Nadia. Voilà, si t'as pas vu Nadia... Alors, déjà, oui, on peut parler de Nadia Blue Water. Nadia Blue Water, une série donc de Gainax qui a été faite après Gunbuster, si je ne dis pas de bêtises. Elle est passée d'abord sur la 5, excellente série. Alors, les 3 premiers épisodes sont trompeurs parce que t'as l'impression que c'est une série gentillette, un petit peu l'aventure, un peu les mystérieuses cités d'or. Mais attention, c'est une série extrêmement adulte. Donc déjà, c'est un très grand réalisateur qui est derrière. Je vais écorcher son nom, donc si quelqu'un veut le dire, le réalisateur d'Evangelion, je veux bien. C'est Hideaki Anno. Voilà, exactement. Tu vois, je l'aurais écorché. Donc, qui est sur cette série, justement. Alors, il a réalisé à lui seul les 10 premiers épisodes. Il avait aucune expérience sur les séries auparavant. Il a réalisé les 10 premiers. Après, il était essoufflé. Il a dit, oh putain, c'est vachement difficile. Malheureusement, la série, le budget a été mal, budgétisé, tout simplement. Voilà, je trouvais plus le mot. Il a été mal budgétisé, c'est-à-dire qu'il y a une partie, après une excellente partie contre l'Atlantis, parce que ça se passe dans les années, au début du 19e siècle. Ce qui se passe, c'est que la série malheureusement a été mal budgétisée, puisqu'il y a des épisodes qui se passent sur une île fantastique, donc ça fait aussi référence à Jules Verne, certes, et les épisodes ont été créés en Corée, ce qui fait que t'as une dizaine d'épisodes qui sont pas super folichons, du moins techniquement parlant. Moi, je les aime quand même bien. Et la série ensuite est revenue sur des épisodes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus beaux, qui atteignent le niveau d'Evangelion, je pense, sur la fin. Malheureusement, donc, il y a ce petit à côté de cette série où c'était une expérience assez troublante pour Gainax, qui n'avait aucune expérience sur les séries TV. Mais aujourd'hui, cette série est devenue extrêmement culte pour plein de raisons. Peut-être que Dr. Hachi, tu peux nous le dire. Alors d'ailleurs, c'était une commande d'une chaîne télé qui avait... HK, c'est ça? Je sais plus exactement, mais... Il me semble que c'est NHK, je crois, oui. Mais ouais, c'était une commande ils avaient commandé une série qui tournait autour des 20 milieux sous les mers, etc. Et donc la Gainax a récupéré le projet et puis a taffé dessus, quoi. Simplement. Et c'est vrai que c'était un de leurs premiers projets, juste après tout ce qui était toutes les animations qu'il y avait pour les Daikon 3, Daikon 4, etc. Alors Daikon, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des petits courts films d'animation, des clips si vous préférez, de Gainax expérimental qui ont été testés. C'était dans des conventions, je crois, pour gagner un prix. Oui, c'est ça, c'était pour des... Enfin, il me semble que c'était des animés d'ouverture
pour les salons. En fait. Et exactement, et Gainax, il me semble qu'ils ont reçu un prix. Ça ne pourra jamais être édité en DVD ou quoi que ce soit pour la simple et bonne raison que à l'intérieur tu vois du Dark Vador, tu vois plein d'hommages à la science-fiction américaine, et du coup pour les problèmes de droit évidents, ça ne peut pas être commercialisé. Enfin, en tout cas hors du Japon. Bon, après c'est trouvable un petit peu partout. Hein. Oui, c'est sur YouTube, tout à fait. Voilà. Donc pour Nadia... Et Nadia, il faut savoir aussi que ce projet est lié de très près à Laputa, le film de Miyazaki. C'est-à-dire qu'il y a quelques grandes inspirations entre Laputa et Nadia Bluewater. Déjà, rien que le collier de l'héroïne, déjà ça on a tout compris. Et il y a quelques autres sources d'inspiration, mais Gainax ont fait les choses magnifiquement que c'est pas du tout flagrant. Alors je vais vous dire quelque chose, Hideaki Anno a commencé sa carrière sur un film de Miyazaki en tant qu'animateur clé, le film c'était Nausicaa. Très bon film d'animation, je vous en conjure, allez le voir, c'est l'un des films d'Hideaki Anno les plus, peut-être pas l'un des plus personnels, mais pour un premier jet, c'est du grand art. Et pour terminer avec Nadia, le film à éviter. Hein, c'est clairement pas une bonne idée de le regarder. Ah, le film est très très mauvais. Et comme tu disais, il y avait les inspirations. Bah, il y a un film Disney qui a été inspiré. Oui, tout à fait. De Nadia. Exactement, un film en 3D là, pas le Nautilus, j'ai oublié. Non, c'est pas un film en 3D, hein, c'est un film en 2D. Ouais. Ah, j'ai oublié, mais je me rappelle de ce clash. Il y avait déjà eu le clash entre le Roi Lion de Disney et le Roi Lion de Tezuka. Et Atlantide. Ah, Atlantide, bravo. Voilà, bravo, c'est ça, exactement ça. Et donc effectivement, c'est très inspiré, oui. Bah, vous comparez les character design, vous comparez les tenues des personnages, etc., les binômes, les antagonistes. C'est vrai que il y a beaucoup de similitudes. Je peux pas parler de plagiat parce que j'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu, de rallumer des vieilles guerres qui sont terminées, je l'espère. Mais effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Après, clin d'œil, hommage, on appelle ça comme on veut. Plagiat, pourquoi pas. Bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais effectivement, c'est très ressemblant. Ouais, voilà. Mais quoi qu'il en soit, Nadia, contrairement à ce qui avait été dit sur Twitter et sur une fil de discussion que j'ai suivi, je ne trouve pas que c'est autant vieilli. Et je trouve qu'il y a l'une des scènes les plus réalistes au monde. Alors je suis désolé, je vais être obligé de la spoiler. Malheureusement, c'est pour la bonne cause. Si vous ne connaissez pas Nadia, sachez qu'elle ne vaut pas très cher en plus sur Anime Store ou d'autres sites. C'est-à-dire qu'en fait, Nadia, donc il y a un grand moment où c'est sur le Nautilus. Le Nautilus, c'est le sous-marin. Le sous-marin, c'est le sous-marin du Capitaine Nemo. Il y a un technicien qui s'appelle Fate, qui répare à un moment les lunettes de Jean. Jean, c'est le héros, c'est le mathématicien, le surdoué. Mais par contre, à l'aventure, il est plutôt un peu une sorte de gringalet. C'est plutôt Nadia qui, physiquement, est plutôt une belle aventureuse. Ce qui se passe, c'est que ce technicien, en fait, la salle des machines va être anéantie par un bateau américain, je ne sais plus, non pas américain, français je crois. Ce qui va se passer, c'est que cette salle va être inondée d'eau. Le technicien va dire, Jean, Nadia, ne vous inquiétez pas, je dois mourir pour le devoir du Nautilus et tout. Donc j'étais très heureux de vous connaître et tout. Et là, t'entends une sonnette d'alarme du Nautilus pour dire que voilà, c'est la fin, il va être inondé. Et qu'est-ce que dit le technicien Fate ? Il dit, je ne veux pas mourir, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Non, peut-être pas comme ça, mais en tout cas, la personne crie. Et ce cri, je trouve super admirable. Parce qu'en face de la mort, on est lâche. C'est normal d'être lâche en face de la mort. C'est pas comme dans Sanseiya, comme dans d'autres œuvres où là, où les gens vont se sacrifier, vont dire, oh là là, je vais me sacrifier et je suis heureux de l'emporter avec moi. Là, non. La personne pète les plombs parce il va faire preuve, il est en face de la mort. Et rien que cette scène dans Nadia Bluewater, ça en dit long sur l'intelligence de cette série. Donc voilà, aujourd'hui je recommande vraiment Nadia Bluewater pour l'intelligence de cette série. Alors si cette scène t'a touché, regarde Made in Abyss, parce que t'as ce genre de scènes, elles sont pas monnaie courante, mais la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de soi-même, tout ça sont des thèmes que tu vas retrouver très fréquemment. Et traité de manière très réaliste et très adulte, c'est pour ça que on avait dit par chronologique. J'en prends bonne note. Mais c'est un conseil que je lui donne surtout à lui et j'achète le tome à demain. Voilà. Ok, d'accord, chef. Je reviendrai dessus par ordre chronologique, vous inquiétez pas. Ouais, ça t'a... Et pas que par ordre chronologique, hein, dans tous les sens. Bon, bah moi j'ai beaucoup parlé, donc je vous laisse faire maintenant. Ah zut. Vas-y, Dr. Hachi, à toi.
Encore? Mais c'est moi qui ai dit Nadia. C'est j'ai- toi qui as dit j'ai pas Nadia, vu. mais c'est Charnal qui a développé. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Okutonoken. Parce que moi Ah. j'ai Senseiya comme vieux manga, mais c'est pas vraiment un truc pas connu quand même. Saint Seiya, oui, tu peux regarder si t'as pas vu Saint Seiya, mais je pense qu'aujourd'hui C'est connu donc. c'est assez connu. Bon, c'est un peu mort ces temps-ci, mais. Pareil, Ranma, tout ça, je pense qu'on va un peu passer tout ça. Vraiment, on va passer sur les titres qu'il faut absolument regarder, avoir vu, limite les références pour nous. Bon, si on dit Cobra, forcément, si tu l'as pas vu, regarde-le. Un Cobra, très bel animé. Alors, le Cobra, l'animé, justement, réalisé par Desaki Ashitanojo, Takarajima et compagnie. Excellente série. Et grâce à ce Cobra, on a eu bien plus tard Cowboy Bebop. Et c'est une excellente série. Et aujourd'hui encore, la série Cobra vit vachement bien à l'inverse du manga. Et là, justement, ce qui va sortir bientôt, vous avez Ashita Nojo 2. Regardez-le, les mecs. Regardez-le. Absolument. C'est le combat final le plus beau que j'ai jamais vu de toute ma vie, je crois. Le plus beau combat. C'est-à-dire que le combat final dure 3 épisodes, mais tu vois pas du tout le temps passer, quoi. Ah non, mais les épisodes, ils passent... C'est juste magnifique. C'est un Japon qui était anéanti par la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment un contexte très particulier. C'est pas une série très amusante à regarder. Enfin bon, bien sûr, il y a des moments fun avec Joe Yabuki, le héros. Mais voilà, en tous les cas. Par contre, Ashita Nojo 1, la première série animée, parce que c'est vrai que le manga, j'ai acheté les premiers tomes, il faudrait que je continue un jour. Mais la première série, je crois qu'elle est toujours pas éditée en France. Je crois que Black Bones, ça fait une promesse comme quoi si ça marche la deuxième série. Alors, Black Box avait annoncé au tout début, alors je sais pas si c'est confirmé, infirmé ou je sais pas quoi, enfin ça a été dit que si Ashita Nojo 2 fonctionnait, le 1 serait en chantier derrière. Voilà, si le 2 rencontre du succès, sachant que ça a déjà été édité il y a quelques années, que ça avait plutôt été bien vendu, là en plus avec justement cette nouvelle réédition, on a de la HD et en plus on a la version, enfin on a le film en bonus avec. C'est une compilation, le film, comme ça se faisait souvent, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une version de 2 heures de toute la série, quoi. Qui zappe pas mal de trucs, hein, bien sûr. Ouais. Qui va à l'essentiel. Mais ne ratez pas cette série dès qu'elle sort. Ashita Nojo, c'est très simple, si vous êtes fan d'animation japonaise, que vous avez envie de connaître entre guillemets son histoire, le manga est très terrible, c'est un pur chef-d'œuvre et aujourd'hui encore il est très reconnu à sa juste valeur. Un peu plus sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est souvent un succès d'estime en vente malheureusement, mais voilà, c'est un monument du manga qu'il ne faut absolument pas louper. Si vous êtes fan de manga, c'est un monument. Et moi je serais même d'avis de dire que c'est l'un des meilleurs animés de boxe jamais fait. Hein. Bah j'ai jamais vu le deuxième titre qui ressort souvent là, comment ça s'appelle, Shippo. Hajime no Ippo. Je n'ai jamais vu donc je peux pas le dire, mais voilà. Moi non plus, mais ça m'a pas attiré donc ça m'a jamais attiré vraiment. Et il y a pas mal de gens qui en font les éloges, mais oui. A priori, ça a l'air d'être un très bon manga, mais en tout cas, je connais quelques types qui adorent ça. Bon, mais voilà, je l'ai jamais lu, donc je préfère rien dire, ouais. Pareil. Voilà. Bah, Hugues, pour changer, tiens. Moi, mais j'ai rien fait, je suis innocent. Mais je sais pas, vous avez rien d'autre avant les années 2000 là Bah, Ah, moi, j'en ai plein d'autres, parce que les années 2000, j'en ai un. Ce que j'ai, J'en ai un. Vas-y. Non, c'est Direction Stone 99, ça compte pas. Non, C'est nul. parce qu'on parlait du Japon d'après-guerre. Moi, je vous parlais du Japon pendant la guerre. Alors, c'est pas une série animée. Il y a un manga que je n'ai pas encore lu, mais que je compte me procurer. C'est Gen d'Hiroshima. Donc, c'est 2 films d'animation d'à peu près 2 heures. Ça me parle, ça. Ah oui, ça te parle. C'est réalisé par Madhouse. Donc, Madhouse qui a Excellent réalisé, studio d'animation, n'est-ce pas? Voilà, un très très bon studio d'animation qui est un peu sous le Enfin, ça de dépend temps des en fois, temps. mais- Voilà, il y a des fois où c'est moins bon, mais en On a général des choses c'est bien. planète. Ça date de quand, par contre? Des années 80, je crois que c'est début 90, fin 80. Oui, hein. c'est bien ce que j'ai. en Voilà. tête. Ok. Oh, Donc, c'est l'histoire, dur, c'est dur. Ah, c'est très très dur. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, au mois d'août, triste anniversaire des bombes atomiques qui sont tombées sur le Japon, quelqu'un vous en fera la promotion parce qu'il y a une scène vraiment très choquante, mais réaliste. Oui, la scène du bombardement, c'est ça. La scène du bombardement est souvent partagée sur les réseaux sociaux. Oh, c'est dur.
voyez ce film intégralement, pas que pour cette scène, mais pour ce que ça raconte au-delà du bombardement, parce que ça se passe au début du film, je vais pas vous spoiler. Il y a eu 2 bombes qui sont tombées sur le Japon, c'est ce que retrace ce film, et de manière innocente, parce que c'est à travers les yeux d'un petit garçon qui voit ses parents mourir. Je vais pas vous spoiler davantage, c'est le seul spoil que vous aurez, et il va devoir s'en sortir après, parce que il est orphelin, enfin presque orphelin, il reste sa mère. Mais il va perdre sa grande sœur, il va perdre son petit frère, il va perdre son père qui vont mourir sous les bombes. Enfin, je ne dis pas comment, mais ils vont mourir. Lui, il va devoir s'occuper de sa mère. Et puis, derrière la bombe atomique, il faut savoir qu'il y a aussi autre chose de dangereux, c'est les radiations. Donc, on a un pays... Ça a l'air sympa ton truc, dis donc. C'est très très dur, mais c'est porté par le regard d'un enfant, des gens qu'il va rencontrer, de son innocence, de la perte de son innocence, malheureusement forcée, parce que il est dans un monde on peut le dire post-apocalyptique, c'était l'apocalypse pour eux, ils les ont pas vus, ils les ont sentis, et il y a eu des millions de morts. Ça va être la maladie, ça va être la faim, ça va être trouver un travail, ça va être s'amuser aussi pour continuer à sourire, pour continuer à parce que c'est lui le pilier de la famille ensuite, c'est plus sa mère. Je vous raconte pas pourquoi. C'est poignant à découvrir. Il y a 2 films. Le premier retrace l'après-guerre, la suite de la première bombe, et le deuxième retrace l'après-guerre avec l'occupation américaine au Japon. Donc avec Gen, le héros, qui a un petit peu grandi, qui est préadolescent maintenant, et je peux vous dire que j'ai lâché quelques larmes devant, j'ai aussi rigolé. Il y a des passages très drôles où Gen, qui manque pas de caractère et d'innocence et de tempérament, va se mettre dans des situations compliquées qui peuvent parfois prêter à rire, et puis quand on s'imagine vraiment avec le regard d'un adulte ce qu'il est en train de vivre, on se dit que finalement ça porte à rire, mais derrière c'est dur ce qu'il traverse, c'est très très dur. On n'oublie pas son quotidien malgré son humour, donc on est porté entre rire et larmes, entre suspense parce qu'on sait pas ce qu'il attend ce gamin. Il y a de bonnes surprises aussi, des moments très touchants, des moments très familiaux, et je trouve ces 2 films, sincèrement, je les trouve sensationnels, mais vraiment sensationnels. Je les ai regardés l'un derrière l'autre, et j'ai très envie de les revoir. Le fait d'en parler, vous voyez, j'étais vraiment dans le truc, quoi. Vraiment. Disons que si vous, cher ami auditeur, vous avez adoré le Tombeau des Lucioles, que vous souhaitez prolonger ce type d'expérience, c'est ça que j'allais dire, le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles, qui est un très 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 bon film aussi de Isao Takahata, qui est un génie, qui travaillait chez Ghibli, qui nous a quittés il y a quelques années. Mais oui, c'est très très bien réalisé. Madhouse, ça a beau être des années 80, fin 80, début 90, il me semble. C'était leur âge d'or pour moi, le Madhouse, je trouve, de les années vraiment. 90. Il y avait Ninja Scroll, il y avait ça, il y avait plein de chefs-d'œuvre qui faisaient à côté, et c'était juste fantastique. Oui, mais là, ce film, vraiment, la réalisation est incroyable, l'animation est très 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 bonne, les compositions musicales sont très jolies, vous êtes vraiment dans le Japon de la guerre et de l'après-guerre. Les seiyuu sont fantastiques, le doublage est génial. Ce film, avant d'être honteusement coupé pour dire une bêtise, non, c'est que ce film, vous l'avez pour 10 balles. Pour 10 €, vous avez ce film sur Anime Store. 10 € en DVD. Il y a pas de VF dessus. Il y a la VO sous-titrée, l'image est pas dégueulasse, c'est du DVD, franchement. Foncez, pour 10 balles, vous pouvez vous faire un super film. C'est moins cher que le cinéma, et en plus, vous pouvez le regarder 300 fois. Si vous voulez le regarder 300 fois, le DVD après il est à vous. Donc franchement, foncez. Je peux pas dire mieux. C'est une très belle réalisation. Et tu devrais travailler chez Anime Store, c'est un vos convention là. Il crée toujours 10 € le coffret, 10 € le coffret. Bah tu ferais très bien. Est-ce qu'il y a les 2 films de... Alors, je sais plus si j'avais payé 2 fois 10 € ou si c'était 10 € les deux, parce que j'ai fait ça il y a 2 ans, cet achat-là, et je l'ai fait vraiment sur... Mais alors... Les 2 sont disponibles sur le site, c'est ça? Les 2 sont disponibles sur le site, tout à fait, pour une somme vraiment modique. Très bien. Cassez votre tirette, c'est génial. Ok, en tout cas, ça m'a beaucoup donné envie de le revoir. Voilà. Ok, après, pour les années 80, moi, ce que je peux recommander, c'est un titre on parle pas si souvent d'ailleurs, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les chaînes. Je vois pas beaucoup. Déjà, il n'y a pas de chaîne spécialisée sur cette série, j'ai l'impression, c'est Hokuto no Ken. Alors, Hokuto no Ken,
C'est très simple, mon cas. Moi, je suis un peu bizarre là-dessus. C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup l'animé. Vraiment, l'animé. Déjà, quand je voyais le Club Dorothée, j'aimais pas du tout. Mais vraiment, je te disais, mais je trouvais limite ça moche. Je voulais voir Saint Seiya et certainement pas Ken le Survivant. Après, le doublage, il est devenu culte entre guillemets par Philippe Auguste, par d'autres comédiens, parce que voilà, ils voulaient pas doubler cette série animée, donc ils ont fait les cons et tout. Mais le manga, par contre, je suis désolé, mais Tetsuro Hara, il a un trait unique et il a un trait très réaliste. Et ce trait, j'en suis tombé amoureux depuis très longtemps. Et c'est vrai que on parle souvent que Dragon Ball était en coude à coude avec Hokuto no Ken, avec machin et ça. Et si Hokuto no Ken et Dragon Ball, ils ont un point commun, c'est d'être deux mangas qui n'ont pris aucune ride aujourd'hui quand tu les relis. C'est-à-dire que, enfin, Hokuto no Ken, peut-être les 3 premiers, allez, on va dire que le trait était pas encore tout à fait parfait, mais Hokuto no Ken, c'est le genre de manga qui me fait pleurer par une simple case de Tetsuro Hara lorsqu'il va te tuer un des personnages. Parce que oui, tout le monde y passe dans ce manga, à part Kenshiro, Lin et Bat, tout le monde y passe à côté dans les alliés, tout comme dans les méchants, quoi. Et voilà, c'est un manga qui est très important pour moi, qui est riche en émotions, que j'avais racheté la version de casser la version collector, là, la version Kanzenban, quoi. Et je recommande, si vraiment vous l'avez pas lu. Le manga met un petit peu de temps à finir, mais quelle fin. Mais quelle fin avec Bat. Bref. Alors, je vais te dire, tu me dis que le trait est unique, je suis tout à fait d'accord. Mais il me rappelle le trait de Tsukasa Ojo qui a dessiné City Hunter, Nicky Larson. Alors, Nicky Larson, je trouve ça différent, tu vois. C'est différent, mais il y a ce trait avec des visages plus humains, des yeux moins grands que ce qu'on peut voir dans Dragon Ball, Senseiya ou d'autres mangas de cette époque. Des faciès plus, voilà, tu pourrais presque jurer lire du seinen. Mais peut-être que ce trait nous fait penser à ça parce qu'ils ont tous les deux la même inspiration. Hokuto no Ken, c'est très inspiré du folklore américain, de plein de choses. Et City Hunter, c'est pareil. Et c'est peut-être de ça d'où vient l'inspiration. Exactement. Hokuto no Ken, c'est inspiré de tout ce qui est culture populaire des années 70-80 à fond, quoi. T'as pas un seul personnage qui ne soit pas inspiré d'une star américaine, par exemple. C'est pas Hulk Hogan, Dr. T, des trucs comme ça. Tu vois. Et mon personnage favori, juste à le nuage, est inspiré d'Elvis. Voilà, c'est dit. Il y a même Christophe Lambert. Ah ouais, comme quoi. Mais il y a même Sinoc des Goonies. Je me retrouve un peu dans ce que disait Charnal plus tôt. C'est vrai que City Hunter, j'ai toujours voulu voir l'animé. Et puis je l'ai regardé, je trouve qu'il a mal vieilli malheureusement. Ça se regarde quand même. Ouais, j'ai arrêté à cause de ça. En revanche, le manga, je le dévore. Ah, le manga, il est top. Manga, je dévore le manga de Tsukasa Ojo. J'ai enchaîné, je m'étais arrêté, j'avais pas trouvé le tome 27, mais les 26 premiers tomes, j'ai dû mettre peut-être 1 mois et demi à les lire. Et j'étais très assidu tous les soirs, j'étais là avec mon tome, je reprenais ma lecture, je me fendais la gueule. Il m'a manqué le 27e, et j'avais les autres, jusqu'au 32, je crois, c'est ça, 32, l'édition de Panini Manga. Il me tardait qu'une seule chose, c'était de trouver le tome 27 pour pouvoir continuer à lire la fin. Et franchement, quand j'ai eu le tome 27, c'est ce que j'ai fait. Mais l'anime, alors que maintenant il est dispo en coffret, en DVD, que je sais pas s'ils l'ont parfait en Blu-ray, enfin, il y a moyen de le mater sans être obligé de le chercher partout comme ça. Oui, parce qu'avant ça valait une fortune d'acheter ça. Il y avait une sorte de mallette à 100 euros, plus de 200 euros, super cher, et heureusement que ce n'est plus le cas. Ouais, c'est à ce que c'est ce à quoi j'allais faire allusion, je ne sais plus parler. Et c'est vrai que cette mallette, je l'ai cherchée, je l'avais demandé quand j'étais gamin, je devais avoir 17-18 ans, enfin ado, je voulais absolument qu'on me file des thunes pour que je puisse m'acheter ça, parce que je travaillais pas à ce moment-là, j'étais étudiant. J'avais mis mes bourses d'étudiant de côté un petit peu comme ça, je me disais non, c'est pas sérieux, vas-y, passe ton permis à la place, enfin bref. Du coup, je me la suis jamais acheté cette mallette, et elle m'a toujours fait de l'œil, et j'ai appris que finalement l'image était pas top, que la mallette était c'était un peu bling bling, mais que le contenu était pas top, quoi, c'était pas ouf. Donc c'était une comédie pour pouvoir avoir beaucoup de bruit pour rien. Voilà, et puis surtout une comédie pour le fan de pouvoir découvrir la série. C'était un combat, c'était une lutte, quoi. Il fallait vraiment trouver la mallette, le coffret, ou alors acheter des trucs séparés avec la VF censurée. Enfin, pour voir l'animé, c'était compliqué, quoi. Ou alors fallait pirater, quoi. Et ça m'intéressait pas spécialement. J'avais la flemme de télécharger. Donc
Non, mais c'est ça. Bah ça, c'était le cas de tous les animés des années 80 et 90 qui commençaient à être édités en VOST, quoi. Ouais. Et du coup, bon, bah, je n'ai jamais vu City Hunter en entier en VF, ni en VO. J'ai vu des épisodes en vrac, un peu en VO, un peu en VF. Et par contre, le manga, oui, je fonce dedans. Il est génial. Mais City Hunter, moi, je le prends un petit peu comme Kimengumi, c'est-à-dire tu vas mettre un DVD, tu vas regarder 3 épisodes et tu vas ranger le DVD. Tu vois? Kimengumi, qu'est-ce que j'aimerais bien revoir la série d'ailleurs. Bah, c'est sorti en DVD, qu'est-ce que t'attends? Bah oui, mais elle est trop chère. À chaque fois que je joue à le coffret, j'attends que ça baisse. Je vais revenir sur Hokuto no Ken, ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, donc le manga, c'est garanti, vous pouvez le lire, absolument. L'animé, vous pouvez passer vite fait. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'animé. Moi, je conseille fortement le manga. Surtout que vous avez un chapitre inédit à la fin, qui a jamais été adapté en animé. Ouais, il y a deux histoires qui sont jamais... Oui, avec Baran, et ensuite l'histoire avec l'ancien ennemi qui revient pour affronter Kenshiro, ouais. Vas-y, spoil aussi. Moi, j'ai pas lu. Non, pardon. Non, j'ai juste dit non. J'ai juste dit le nom. De qui tu parles, donc ça. Non, j'ai juste dit le nom d'un des personnages, oui. Ouais, mais c'est Charna qui spoil depuis tout à l'heure. Tous les mangas qu'il a vus. Ouais, Nadia, le mec dans le bateau, là, pouf. C'est au milieu de la série, donc ça va. Mais toi, il va nous spoiler Dragon Ball Super 2, tu vas voir. Et sinon, n'hésitez pas aussi à lire les Fist of the Blue Sky, donc le Hokuto no Ken, mais avant, qui sont franchement magnifiques en manga, mais qui sont horribles en animé. Voilà, c'est... Alors, en dérivé, justement, moi, ce que je peux conseiller, c'est Hokuto no Ken, le film. Alors, Hokuto no Ken, le film, il s'est passé un truc unique au Japon. Unique! C'est-à-dire que ce film-là a été diffusé au Japon, et tout le monde le trouvait beaucoup trop violent, ce film. Tous les Japonais, à l'époque, le trouvaient trop violent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été réédité en VHS. Enfin, quand il est sorti un an après, il est sorti en VHS, ou voire même moins d'un an. Le film était censuré en VHS japonaise. Vous vous imaginez un film d'animation japonais déjà censuré, déjà sa première édition? C'est super rare. Et il s'avère... Ouais, c'est vraiment violent quand même. Hein. Et c'était très violent. Et il s'avère qu'une petite édition... C'est italienne, c'est ça? C'est une édition... Italie, ouais. En Italie, ils ont édité la version de ce film intégrale. Et c'est la seule et dernière fois que ce dessin animé, ce film d'animation, ce que vous voulez, est sorti en intégrale. Et ce qui s'est passé, c'est que la Toei Animation, ils ont eu un incendie dans les années 2000 sur leur studio, la Toei Animation. Et Hokuto no Ken, le film, faisait partie de ce qu'ils ont perdu comme matos. Comme par hasard. Non, mais c'est vrai. C'est, a priori, c'est ce que dit la légende. Mais après... Ouais, faut pas croire les légendes. Mais quoi qu'il en soit, Dragon Ball GT qui a mis la feu à la Toei, et puis voilà. Quoi qu'il en soit, le film est magnifique. Les musiques de Hattori, la Katsuhisa Hattori, elles sont superbes. Moi, j'adore le thème de Julia, je me le repasse très en boucle. Et c'est pareil d'ailleurs pour la série animée. J'aime énormément les musiques de Nozomi Aoki, qui est aussi, si vous aimez Galaxy Express, bah forcément vous allez le retrouver puisque c'est le même. Et ce sont de très belles musiques. Hokuto no Ken, je suis pas beaucoup fan de l'animé, mais par contre les musiques, je les reconnais, elles sont divines. Oui, les musiques c'est vraiment de Laurent Barre. Et le film, il y avait une petite anecdote sur le film, c'est que la communauté Octo Legacy, que j'ai bien connu. C'est assez vieux. Il y avait certains membres de cette communauté qui avaient mis la main sur le script du film et en fait, on apprend dans ce script que la partie Heart of Madness, qui est en fait un passage avec une chanson, où on a Rei qui se tape contre Rao, et en fait, à ce moment-là, il y a des dialogues dans le script. Mm-hmm. Et il existe une version sur YouTube avec justement les dialogues réintégrés de ce truc-là. D'accord. Ah bah écoute, c'est la petite anecdote sur le film. Ah, je savais pas du tout. Et je me rappelle, pour finir avec Hokuto no Ken, c'est qu'ils avaient sorti donc des remakes, une sorte de trilogie en film là justement. C'est pas ce dont tu parlais, si je comprends bien, c'est d'autres là. Tu parlais tout à l'heure. De quoi? Il y avait des films d'Hokuto no Ken qui avaient été réalisés dans les années 2000 là, dont même Shingo Araki avait participé d'ailleurs. En 2007 à peu près. Ouais, par là. J'avais été voir le film au cinéma, c'était à Châtelet-Les Halles. Et alors, t'avais
toutes les cinglés de la Terre. T'avais que des gens qui rigolaient comme ça dans la salle. C'était effrayant. C'était effrayant et toutes les personnes, parce qu'il y a deux publics d'Hokuto no Ken. Il y a ceux qui veulent voir un petit peu d'émotion, un petit peu des beaux combats, des beaux personnages. Il y a ceux qui veulent voir uniquement pour le gore, pour les têtes coupées, pour les dans 3 secondes tu vas mourir. Et dans cette salle, bah il y avait que ce second public là et putain, c'était flippant. Ah, on est tous flippés là. Ouais, D'ailleurs, on dit plus rien. On dit plus rien, t'as vu. On passe. Ouais, voilà. Bah oui, allez-y, je vous écoute. Du coup, oui, on peut peut-être passer à la fin des années 90. 90, pardon, excusez-moi. Bah, il y a encore quelques films. On va parler des films, les séries. Je pense qu'on peut passer un petit peu. On va parler des films incontournables comme Venus Wars, des trucs comme ça, non? Venus Wars, je l'ai pas revu depuis 20 ans. Mais oui, Voilà, si tu veux en parler, je sais pas ce que vas-y. Oh putain, il sait pas. Bah non. Bah, Venus Wars, ça va ressortir dans pas très longtemps en Blu-ray, donc ça va être l'occasion de mettre la main dessus un petit peu. Donc il y avait tous ces films un peu à la Origin Z, Ninja Scroll, tu disais tout à l'heure. Oui, de Madhouse, très bon film. Par contre, très cru. Oui, non, c'est assez gore, violent, etc. Il y avait. Du sexe. Oui, et d'ailleurs, dans le même genre, vous pouvez vous faire tout ce qui est Kawajiri. Plaît-il ? Alors les Kawajiri, c'est tout ce qui est Cyber City, Wicked City, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore en City, il y avait tous les trucs, il y avait City dedans. Et ça me parle vaguement, ouais. Mais oui, attends, il y avait Cyber City, tu sais, il y a un truc Ah, Cyber City, oui, ça je connais oui, par contre. ça tu connais. Dragon Ball City. Ça c'est du Kawajiri. T'avais Wicked City qui est à peu près dans le même esprit. GTA Vice City. Bah oui, donc on y est. Ah, il fallait quelqu'un la fasse. Allez, c'est bon, j'arrête, je me casse. Et justement, vous avez un Tu sors, coffret. poule. Vous avez un coffret qui réunit tous les, enfin pas tous les films, mais la majeure partie des films qu'il faut avoir vu de Kawajiri, qu'on appelle le coffret Kawajiri, où dedans vous avez tout ce qui est Cyber City, mais il n'y a pas la VF dedans. Vous avez Wicked City et puis l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai toujours oublié le dernier. Il y avait pas un film d'animation justement de cette personne-là où ils se battaient, mais les gars ils avaient des chiffres sur leur front et ça t'indiquait tu es au niveau 28, tu es très fort, incroyable. Et il me semble que c'était de lui, mais c'est un film que j'ai vu il y a trop longtemps, il y a 25 ans, donc putain c'est. Ouais non je sais plus, mais je crois que c'était lui, je sais plus. C'est pas impossible. Ouais. Bah, Kawajiri, il avait réalisé aussi un film Highlander, sorti il y a pas très longtemps. Il y a à peu près une dizaine d'années, même pas. Que je conseille aussi de regarder si vous aimez bien la franchise Highlander. Par contre, il n'y a pas de VO japonaise dedans. Il n'y aura que de l'anglais ou du français. Ouais, je crois que même les VHS à l'époque il n'y avait pas le VF aussi. Enfin, il n'y a jamais eu de VF. De toute façon, c'est tellement un truc de niche, ça c'est assez difficile. Ok. Bah pour finir avec les années 90-2000, en tout cas moi de mon côté, je suis obligé de le citer parce que c'est un peu mon manga favori et si je le fais pas, je serais pas bien, je pense. C'est évidemment Dragon Quest, la quête de Dai. Alors j'ai fait un énorme podcast avec Begito et Dragon Quest Fan, l'administrateur du site Dragon Quest Fan, Popu. On a fait un très bon podcast sur YouTube qui a bien marché. En tout cas, on a été encensés. Les gens, ils étaient super contents qu'enfin il y a un podcast audio sur Dragon Quest. Il y a beaucoup d'argent d'ailleurs. Non, aucun. Mais ce manga, je vais vous dire pourquoi ce manga est un de mes favoris et pourquoi Dragon Ball l'est moins que Dragon Quest. Vous remplacez Pop par Yamcha et voilà pourquoi je suis plus content de Dragon Quest. C'est-à-dire que les anciens personnages, ils vont vachement évoluer, mais positivement, ils vont prendre de plus en plus d'importance. Ils vont pas se faire éclipser par des nouveaux. Ils vont pas. Il n'y a pas ça. Et Dragon Quest, il y a une gestion des seconds rôles, mais qui est juste merveilleuse. Et pour moi, c'est vraiment mon manga de Heroic Fantasy favori. Et ça m'a fait évidemment aimer l'univers de Dragon Quest. C'était une énorme porte ouverte justement à l'univers de Dragon Quest. Il y a donc Dai, il y a donc Pop, il y a donc Mam, il y a donc Crocodile, il y a Yunkel, ce groupe de guerriers justement, avec des capacités bien précises évidemment, avec de jolis mystères également autour de l'armée du mal, parce qu'évidemment tu as l'armée du mal en face, mais tu as de très bons antagonistes derrière. Et
tu as de très bons mystères. Donc l'animé s'est terminé à l'épisode 43, encore que c'était pas ce qu'il y avait de meilleur sur la série, mais le manga de base, qui malheureusement est très difficile à avoir, parce que Tom Cam qui l'ont réédité, avant c'était J'ai lu, Tom Cam l'ont réédité, Fedwa Lamoria a fait une excellente version française, une excellente traduction. Malheureusement, le manga n'est plus réédité, et je vois que certains tomes sont à 40 €, enfin c'est n'importe quoi. C'est Fedwa Lamoria, je crois. Fedwa Lamoria, excuse-moi, oui, tout à fait. J'ai peut-être écorché son nom, désolé. Non, mais c'est vrai qu'il m'avait montré des prix, c'est scandaleux, quoi. Des trucs à 80 €, j'ai la même. C'est horrible ce qui se passe. Donc, si vous nous écoutez donc pour ce podcast et que vous avez envie de lire le manga, bah, je suis vraiment navré, mais effectivement, il va falloir attendre que Tom Cam les réédite. Mais, à mon avis, je pense que Square Enix, d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire oublier le titre pour je ne sais quelle raison. Mais voilà. J'ai vu que les droits de Dragon Quest, la quête de Dai, commencent à se débloquer. Les personnages apparaissent dans des jeux mobiles là sur Dragon Quest. Dai a été incorporé dans le médiocre Jump Force. Je me dis, oui, effectivement. Peut-être qu'un jour la licence reviendra et je le souhaite de tout cœur parce que c'est assez surprenant d'ailleurs. Si aujourd'hui Dragon Quest ressortait en animé ou alors était réédité, je suis convaincu qu'en France en tout le cas ça marcherait énormément. Et est-ce que c'est pas aussi pour ça que qu'on a justement les 3 premiers Dragon Quest qui sortent en Europe sur console, etc. Les jeux vidéo c'est différent ça par contre. Ouais. C'est super. Ça serait pas une porte ouverte pour ressortir des trucs chez nous? Je sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'en fait. Tu fais ta test, hein. Tout ce que je sais c'est que Emblem of Roto, le film d'animation Emblem of Roto et Dragon Quest ne sont jamais sortis en DVD au Japon. Dragon Quest, la quête de Dai, pardon. Et ça n'est jamais sorti. Les droits ont été bloqués. On ne sait pour quelle raison. Donc du coup, il y a quelque chose qui coince avec les ayants droit depuis qu'il y a eu la fusion entre Squaresoft et Enix. Voilà, j'en sais pas plus. Il y a beaucoup de personnes qui ont comparé beaucoup Dragon Quest, la quête de Taille à Fairy Tail. Personnellement, je ne sais pas, je ne lis pas Fairy Tail, mais en disant que c'était un Fairy Tail en mieux. Mais bon, après, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un de mes mangas favoris. Donc, si ça vous a donné envie de le relire, relisez. Et pour aller retrouver les tomes, bah, je suis navré, mais ça va être compliqué. C'est compliqué. Même l'anime aussi, ça peut être simple, non? Parce que... L'anime est sympa, mais voilà. Mais à le retrouver parce que. Bon... Bah, l'anime c'était sorti en VHS à l'époque chez nous. Il y avait que 8 cassettes, 8 VHS. Pour 43 épisodes. Voilà. Donc ils avaient pas tout sorti. Et, bah si, c'était l'intégralité de la série. C'était l'intégralité de la série. Ah oui, ça fait que 43 épisodes, ou 53 épisodes, je sais plus, mais par là, oui, tout à fait. Il y a 46 épisodes, je crois. 46, oui, c'est par là. Ouais. Et en 8 VHS, ils avaient tout mis? Il me semble que oui. Bon, en tout cas. Ah bah. Bon, en tous les cas, vu que la série n'existe pas légalement, donc du coup, j'ai trouvé des rips. Monsieur Pirate, c'est pas bien ça. Bah, j'ai pas eu le choix pour Dragon Quest. En même temps, c'est compliqué. Bah, crois bien que c'est sorti en DVD, voilà. C'est pour ça que je posais la question, parce que j'ai jamais vu ça en DVD, ni en rien. En parlant de droits bloqués, j'ai entendu récemment que Sailor Moon, il y avait un quiproquo avec l'auteur japonaise. Oui, ça a été révélé dans l'anime ça dans les années 90. Non, là, il y a un mois ou deux, là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et apparemment, les éditions seraient bloquées en dehors du Japon, au Japon, etc. D'après ce que j'ai lu récemment. Ouais, c'est bizarre ça. Donc, si vous n'avez pas acheté la série, je vous conseille vivement de vous jeter dessus, quoi, si jamais vous voulez la découvrir. Alors, Sailor Moon, c'est très particulier parce que justement, la série avait été bloquée au Japon et partout ailleurs dans le monde pendant très longtemps. Pourquoi Sailor Moon est revenu récemment? C'est parce qu'il faut savoir que l'auteur était mécontente de la version animée parce qu'elle trouve que c'était pas la nature de son manga, et c'est suite à ce petit clash entre guillemets que du coup la Sailor Moon, il y a eu un petit arrangement avec la Toei Animation, c'est pour ça que la série est refaite en respectant scrupuleusement le manga, mais au passage, oui, il y a eu un clash en interne. C'est très rare que les clashs soient révélés au Japon, d'habitude. Mais Sailor Moon Crystal, c'était pas une réussite de ce que j'ai lu. Hein. Bah disons que pour les fans du manga, c'est une grande réussite, et pour les fans de la première série animée, ça ne l'est pas, oui. Ah ouais, donc il y a une différence entre les... Disons que t'as deux camps. Et au passage, les sons des bruitages dans Sailor Moon, la première série animée, sont les mêmes que Sanseiya. Voilà, c'était la petite anecdote de balle. Voilà, mais c'est vrai. En même temps, c'était un peu, tu sais, t'avais Sanseiya pour les garçons et Sailor Moon pour les filles. Non, mais Sailor Moon, c'est pas bien de genre de nos jours, mais... Et toi, Fourrier double l'homme masqué. Sailor Moon, c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est arrivé en 92. Bien entendu. Sanseiya s'est terminé en 89, Sailor Moon c'était arrivé en 93, 92, je sais plus. 92 avec Ranma et... Enfin, la nouvelle vague, je crois, il y avait c'était encore diffusé au Globe Dorothée, non, quand c'est sorti?
Non, mais je veux dire, en fait, le Club Dorothée achetait des animés par vague, en fait. Et donc, on va dire tous les 3 ans, tous les 3 ans, ils recyclaient leur catalogue, si tu veux, en gros. Ah ouais, voilà. Et donc, au début, ils sont arrivés avec Bioman, Dragon Ball, Saint Seiya, etc. Attention, Bioman était déjà sur Canal+. Oui, non, mais ils ont Incroyable. récupéré ça après de la version Canal+, ils ont fait ça à leur sauce. Ensuite, il y a eu une autre vague après qui était City Hunter, Dan Cougar. Dan Cougar, oh là là. Il y avait Nadia aussi à cette époque-là, qu'ils avaient Qui est récupéré lui de la aussi- 5. Ouais, qui a été... Comment il s'appelle Ah merde, j'ai oublié son nom. Berlusconi. Berlusconi. Voilà. Tout à fait. Les pattes, ratate. Oui. Après, il y a eu encore une autre vague où justement t'avais Ranma qui est arrivé, t'as eu Sailor Moon, t'as eu Power Rangers qui arrivait aussi au même moment. Et c'était cool ça. Je crois qu'il y avait Winspector qui arrivait aussi à ce moment-là. Oh, Winspector, les musiques connais donc, sont pas de ça. Seiji Okuyama, soit dit en passant. Et si je me trompe Quel pas, il y a boy. eu aussi Oui. au même moment les Samouraïs de l'Éternel, ou c'était peut-être un petit peu avant, je sais plus. Alias Samurai Trooper, qui a énormément bien marché aux États-Unis, soit dit en passant, contrairement à Senseiya. Oui, étrangement. Ouais, c'est très bizarre. Et juste comme ça, pour revenir vite fait, Rumiko Takahashi ne marche pas très bien en France. Donc, si vraiment vous aimez bien Ranma Demi, achetez la réédition de Glenat. C'est encore une fois Fedwa qui traduit le manga. La traduction est top. Vous avez des pages bonus en fin de tome de Rumiko Takahashi qui vous explique les idées de ses personnages, pourquoi elle l'a créé ainsi, pourquoi elle a créé ça. C'est vachement intéressant. Et voilà, c'est un excellent manga Ranma Demi. Et la est en train de ressortir également chez Glénat. Donc, Mais c'est une achetez-la. version collector, machin, comme Oui, la la perfect mu- édition. La je l'achète la semaine prochaine d'ailleurs. Ah oui, ça. Parce que Ah, mais- celle-là, c'est sorti en perfect édition aussi, De, d'ailleurs. de toute façon, tout ce que sort Takahashi, c'est garanti, hein, tu peux y aller. Mais voilà, mais malheureusement ça fonctionne pas en France. On sait Bah, pas pourquoi. C'est de la niche, j'ai envie de dire c'est de la niche. Moi ma théorie sur Ah, c'est très Rumiko japonais, non? Ma théorie sur Rumiko Takahashi, à part Maison Ikoku, c'est que malheureusement les mangas elle sait pas terminer ses mangas, c'est-à-dire que ils sont trop longs. Ranma Demi, il y a un passage où franchement j'avais décroché un moment Ranma en manga, je parle pas l'animé, et c'est vrai que c'est assez long. Et c'est vrai que les mangas de Inuyasha, c'est trop long aussi, c'est beaucoup trop long. Et je pense que les gens décrochent à un moment. Je pense que c'est ça. Pourtant, tu lis bien Hunter x Hunter, je comprends pas. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas épisodique Hunter x Hunter. C'est pas une histoire. Oui, ça et reste au ensuite, ban, du coup. voilà, Ranma Demi, c'est un truc presque américain. C'est une histoire qui n'a rien à voir et tout. Et puis ensuite, ça avance. Il y a peut-être une trame principale, mais voilà, c'est un peu comme X-Files, si tu préfères, quoi. Oui, c'est épisodique. Alors oui. que Hunter x Hunter, t'as pas ça. Dragon Ball, t'as pas ça. Oui, oui. Et- Non, et non, je c'est- peux dire. Et C'est peut-être le problème. je vais te dire un truc, c'est que Rumiko Attention. Takahashi, elle sort pas que des trucs longs parce qu'il y a quand même Mermaid Forest. Mais alors, oh putain. Oh, mais le connaisseur, quoi. Mermaid Forest, c'est un truc, c'est un one shot le bouquin, t'es d'accord? Alors oui, je suis très d'accord. Et pour terminer avec mes OAV favoris, alors il y a des OAV que j'adore. Lodos, comment ça s'appelle, Kenshin le vagabond, le chapitre de la mémoire, et Gunbuster. Comment ça s'appelle, Réincarnation, Please My Earth, voilà. Et il y a Mermaid Scar. Mermaid Scar, c'est l'un des premiers DVD d'Akavido qui est sorti, les premiers DVD qui commençaient à sortir. Tu as Mermaid Scar qui est un excellent OAV, mais bordel, sur le thème de l'immortalité, c'est-à-dire qu'en fait, si tu manges de la chair de sirène, tu deviens immortel. Mais seulement, t'es immortel pendant 2 siècles, 3 siècles, tu sais pas du tout. Et t'as une excellente histoire où tout est basé sur le paraître, c'est-à-dire que le méchant n'est pas celui qu'on croit, et c'est génial. Donc Mermaid Scar et le manga Mermaid Forest est très gore pour du Rumiko Takahashi, et ça en étonne pas mal, tout comme Inuyasha pouvait être aussi gore, et c'est un très très bon manga, oui. Et Rumiko Takahashi, en fait, c'est la spécialiste du folklore japonais. Elle va te mettre un petit peu de comment on appelle ça, de culture japonaise dans son manga. Ah mais complètement, Inuyasha c'est abreuvé de ça. Et que ce soit dans l'AMU, dans Maison Ikoku, quand tu as l'étudiant qui est dans sa chambre en train de bouffer des nouilles instantanées, etc. C'est vraiment le truc japonais, etc. Pareil pour Ranma, il y a énormément de culture japonaise
dedans et c'est vachement riche, quoi. Faut lire, il faut lire. Voilà, et si vous adorez Albator, bah écoutez, on est vraiment désolé pour vous, mais l'AMU a humilié Albator au Japon, c'est-à-dire qu'en fait, Albator 84 n'a pas très bien marché, c'est à cause de l'AMU. Moi, j'adore Albator, j'adore Leiji Matsumoto, et grosse pensée pour Leiji Matsumoto qui ne va pas très bien en ce moment, donc on espère que... Si, il va mieux, apparemment, il va mieux. Ah, bon, bah tant mieux alors, tant mieux. Bon, bah au moment où sortira ce podcast, voilà, j'espère que il en sera de même. Voilà. Bah écoutez, je crois que moi j'ai bien parlé, Mizumi. Comme d'hab, hein. Bah écoute, moi j'ai d'autres œuvres à proposer, notamment un manga que j'apprécie beaucoup, qui est de 2008, qui s'est terminé en 2009, qui compte 4 tomes, qui est dessiné par Kei Sanbe, donc l'auteur de Erased. Alors je vais pas vous parler de Erased tout de suite, je peux enchaîner avec parce que ce sera le même auteur, mais bon, ce sont deux histoires différentes. Ça s'appelle l'île de Ozuki. Donc c'est un scénario de type suspense, horreur et psychologique, où on suit un gamin qui est envoyé sur une île pour étudiants de mémoire. J'ai pas lu ça depuis 10 ans, donc voilà. J'ai acheté le manga à sa sortie en fait. Et donc en fait il y va avec sa petite sœur qui est aveugle ou muette, je ne sais plus, en tout cas elle a un problème, je crois qu'elle est aveugle, et en fait il se trouve qu'il y a d'autres enfants comme eux qui sont là pour leurs études, et c'est une île qui est un petit peu isolée, ça se passe au Japon, c'est la fameuse île de Ozuki, et ils sont là donc pour un séminaire scolaire de mémoire, et ils se mettent à suspecter un peu leurs enseignants pour savoir si les enseignants ne chercheraient pas à... Parce qu'en fait ils vont trouver ils vont apprendre qu'un élève a disparu depuis longtemps, qu'il y a une sorte de rumeur ou de légende qui tourne autour de cette disparition, et il y a des preuves qui agissent bizarrement, et en fait l'auteur va nous pousser à croire, comme les enfants le croient eux aussi, c'est un peu comme si on faisait partie de la bande en fait, hein. La narration est construite ainsi, comme si on était intégré au groupe des enfants, et en fait l'auteur va nous pousser à suspecter les profs qui chercheraient à assassiner les élèves pour toucher la prime qui survient en cas de décès en fait. Donc pour s'enrichir. Et les gamins vont chercher à s'échapper, et on a 4 tomes qui sont centrés sur l'échappatoire des gamins, et sur certains profs donc qu'on va suspecter, certains on va croire que ce sont des amis, d'autres pas. Le manga est rondement mené, c'est 4 tomes, c'est court, ça se lit rapidement, j'ai lu les 4 tomes en une soirée, donc ça se lit très très bien. Les dessins sont assez sommaires, assez simples, mais sombres, pour renforcer ce côté un peu glauque, un peu creepy, un peu voilà, si vous voulez vous faire une petite lecture sympa, bon, Halloween est passé, mais voilà, si le soir d'Halloween vous êtes tout seul, vous avez pas envie d'aller chercher des bonbons avec vos gamins, si vous en avez, ou si vous êtes un gamin et que vous ne voulez pas les accompagner, vos potes, etc., bah écoutez, faites-vous une soirée l'île de Ozuki, ça se lit très très vite, et vous mettez une ambiance bien creepy comme ça avec 2-3 bougies, franchement c'est génial. Il y a un scénario qui est pas mal, avec beaucoup de suspense. C'est le point fort de Kei Sanbe. Il n'y a pas d'anime, malheureusement, j'aimerais, mais je pense que ça c'est pas assez populaire. Ça date de 2008-2009, donc s'il y avait dû avoir un anime, il y en aurait eu un, et je pense que ça ne se fera pas. Par contre, Kei Sanbe a fait un autre manga en 2012 jusqu'en 2016, et je crois qu'en 2017 de mémoire il y a eu un animé. L'animé je l'ai vu, et c'est surtout de l'animé dont je vais vous parler, ça s'appelle Erased, donc par le même auteur, hein, le manga compte 8 tomes, plus un qui est un spin-off, qui est très intéressant aussi. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, sinon je vous lâche le gros de l'intrigue, enfin le spoil, c'est ce qui serait dommage, mais on suit donc cette fois dans Erased, un autre manga donc du même auteur, on suit Satoru, donc un gars qui a 29 ans, qui vend des pizzas, qui livre des pizzas pour vivoter, pour joindre les deux bouts, parce il aimerait devenir auteur de manga, mais son éditeur lui dit que son trait n'est pas assez percutant, que ça passera jamais, que en gros rentre chez toi et refais un autre chapitre, on verra la prochaine fois, mais il y a pas d'espoir. Et donc du coup il vend des pizzas en attendant, il les livre, et il a une sorte de don, c'est le seul, hein, c'est pas un manga de science-fiction, c'est le seul élément de science-fiction qu'il y a dans le récit, c'est qu'il a ce qu'on appelle des rediffusions. Donc des rediffusions, c'est quand il y a un problème grave autour de lui, il est projeté quelques secondes, quelques minutes, quelques heures en arrière, en conservant bien sûr ses souvenirs de ce qui s'est passé, pour empêcher ce drame de survenir. Par exemple, un gamin qui va se faire écraser par une voiture,
avant que le drame n'arrive, lui il est projeté en arrière. Et en fait, il remonte le temps, et le temps remonte en même temps que lui, mais seulement il conserve ses souvenirs des derniers instants. Et comme il se rend compte qu'il revit 2 fois la même chose, il dit merde, il y a encore un truc il faut que je trouve le problème pour le régler, parce que sinon il est sans arrêt projeté en arrière jusqu'à ce qu'il résolve la situation. Donc c'est des choses pas trop graves en général, enfin qui n'ont pas d'incidence sur sa vie, puisque lui il arrive à les détourner, à les déjouer. Et puis un jour comme ça, il est avec sa mère, il fait ses courses, il y a une amie, une collègue de travail qui est avec eux. Et là, il a une rediffusion. Puis encore la même, et encore la même, sur un parking, comme ça, devant une supérette. Puis 3, 4, 5 fois la même, il se dit, mais y a rien d'anormal. Qu'est-ce que je suis censé empêcher? Il comprend pas. Et en fait, il va demander à sa mère, il dit, est-ce que tu peux regarder sur le parking, voir si tu trouves pas quelque chose de bizarre? Il y a quelque chose qui va pas. Et sa mère, qui est journaliste, qui a un instinct très développé, qui est un excellent personnage féminin, sa mère, qui dit, mais c'est pas la première fois que mon fils me demande de regarder, il avait déjà fait ça étant enfant, j'y avais pas prêté attention, cette fois je vais me concentrer, je vais essayer de regarder. Et en fait, il se trouve que il va être, suite à ce que sa mère va repérer sur le parking, la rediffusion s'arrête, donc c'est que l'élément a été déjoué, c'est ce qu'en conclut Satoru, et il demande à sa mère, mais t'as vu quelque chose? Et sa mère dit non, rien. Mais en fait, elle a vu quelque chose. Ça va déclencher l'intrigue, et cette intrigue va le ramener à l'âge de ses 10 ans, devant son école primaire, avec tous ses camarades. Donc on revoit un Satoru qui va revivre les instants précieux de l'enfance, l'insouciance, les sorties entre copains, etc. Mais il va être plongé au cœur d'une intrigue complètement démesurée, où il va devoir sauver la vie d'une petite fille, parce que c'est ça en fait que sa mère a vu sur le parking. Et c'est ça qu'il est censé déjouer. Étant donné que sa mère est journaliste, il y a des revues de presse partout chez eux, donc lui il va fouiller, il se dit ok, c'est pour ça que je suis revenu à cette époque-là, il faut que je résolve le problème, parce que ça va aussi avoir des impacts sur sa vie d'adulte. Même si c'est pas lui le meurtrier, lui il est là pour sauver, il est là pour, en tout cas, il a tout intérêt à le faire, parce que il pourrait avoir des problèmes s'il ne l'empêchait pas, ça toucherait sa propre vie, donc il va tout faire pour sauver cette gamine, et d'autres, parce que c'est une intrigue qui va se durer, pour ce qui est du manga, sur 8 tomes, et pour l'anime, je crois que c'est 12 épisodes ou 13 épisodes, donc c'est très court. C'est A1 Pictures, je crois, qui fait l'anime de mémoire. Le studio, ils ont fait un excellent boulot. Franchement, je vais pas vous le décrire en long, en large et en travers. Les seiyuu sont formidables, les musiques font partie de mes préférées, tout animé confondu. Elles sont magnifiques. Vous avez des petites notes douces comme ça qui vous rappellent l'enfance, l'insouciance, etc. Des petits sons de cloche qui ramènent à nos premières années. Il y a des constats sur la vie comme ça où Satoru va dire, et la musique est très très bien posée à ce moment-là. Il est là, il va simplement manger un repas avec sa mère en la regardant dans les yeux et en la remerciant d'avoir cuisiné pour lui, parce qu'il ne l'a jamais fait. Il se rend compte qu'il a gâché tellement d'instants parce qu'il était trop insouciant pour en profiter vraiment. Et en fait, ça nous ramène à nos propres choix. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai regardé l'anime. Au-delà de l'intrigue, le fait de revivre l'enfance, c'est quelque chose de précieux dans ce manga, et on se rend compte que finalement, si nous on avait cette chance comme lui, malgré que ce soit pas dans de bonnes circonstances pour lui, peut-être qu'on la revivrait différemment. Donc il y a à la fois cette intrigue, ce côté suspense où il va devoir résoudre une affaire, et à la fois ce côté où il revit une deuxième fois son enfance, qui est un peu parfois quelque chose que les gens aimeraient revivre aussi. Et donc on est sur 2 fronts différents, 2 aspects différents, et l'œuvre est géniale, l'anime est génial. Il y a une série Netflix qui est pas trop mal, petit budget, donc faut pas s'attendre à des effets spéciaux de ouf, mais ça se regarde, 13 épisodes je crois, et il y a un film. 13 épisodes Ouais. 13 épisodes pour l'anime et 13 épisodes pour la série, 13 ou 14 épisodes pour la série Netflix. Série Netflix, bon, je la recommande pour ceux qui vraiment adoreraient l'animé et voudraient revivre l'histoire, voilà. Ou peut-être pour découvrir. Vaut mieux découvrir avec l'animé, lire le manga ensuite, parce que la fin est très différente entre l'animé et le manga. La fin de l'anime est écourtée d'une très bonne manière, mais la fin du manga, je la préfère. Je préfère la fin du manga, mais l'anime conclut ça très très bien, mais de manière très 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 différente. Donc je vous conseille à la fois le manga, à la fois l'anime, mais commencez par l'animé, qui a une fin écourtée, pour redécouvrir après le manga avec une fin beaucoup plus longue et beaucoup plus développée. La série Netflix, ne vous faites pas avoir, c'est la fin du manga, c'est la même. Mais vaut mieux découvrir avec le manga. La série Netflix, ça reste une série Netflix, quoi. C'est pas. Il y a un film live avec des acteurs qui est pas mal, mais avec une fin complètement différente, qui n'a rien à voir ni avec l'anime, ni avec le manga, ni avec la série Netflix. Voilà, c'est sous 4 formats. Donc je recommande dans cet ordre l'anime, le manga, et puis après les versions live, soit la série Netflix, soit le film en premier. Après, comme vous voulez, on s'en fout. Mais vraiment, c'est très touchant, les musiques sont okay. Les dessins, l'animation, enfin tout est formidable.
il y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Vous commencez la série, la plupart des gens à qui je l'ai conseillé l'ont regardé bien après sa sortie. Moi, j'ai dû attendre les épisodes semaine après semaine. Mais la plupart des gens à qui je l'ai conseillé ont regardé la série d'une seule traite. Preuve qu'elle est réussite. Très réussite. Franchement, il y a même un jeu de couleurs entre le présent et le passé. Il y a entre les bons et les mauvais, les antagonistes. Enfin, tout est génial. Même les bruitages. Parfois, vous avez des scènes comme ça où les personnages se cachent, donc vous ne voyez pas, vous entendez avec eux. Les bruitages vous filent la chair de poule. Pour vous dire, vous êtes là, vous dites putain, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, vous êtes pareil qu'eux. C'est génial. J'ai revu la série là il y a quelques mois. J'ai enchaîné les 12 ou 13 épisodes d'un coup, comme ça, boum, d'un seul coup. Alors que je l'avais déjà vu, hein, mais le fait de redécouvrir, puis alors les musiques, mais fabuleuse. Non, vraiment, c'est mon deuxième animé préféré, donc... on est bouche bée. Waouh. Voilà. J'adore ce que fait Kaisanbe. Là, il a sorti il a fait d'autres mangas. C'est le troisième que je lis, qui s'appelle Echoes, E-C-H-O-E-S, avec 2 frères jumeaux, qui va arriver tout un tas de trucs, mais je peux pas vous spoiler parce que vous raconter, j'ai lu que le premier tome, il y en a 3 de sortie, et c'est en cours. Mais vraiment, Erased et l'île de Ozuki sont 2 mangas très très bons, et l'animé de Erased est fabuleux, vraiment fabuleux. Voilà, l'animé date de 2016 je crois, ou 2017, je sais plus. Très bien. Et c'est, je sais plus, A1 Pictures, A1 Pictures, je crois que c'est ceux qui ont fait The Promised Neverland. Il y a aussi Nanatsu no Taizai, si je me trompe pas. C'est ça. En tout cas, la saison 1 et 2, parce que la 3, ça... Alors, je me trompe peut-être, parce que A1 Pictures, je crois que c'est Erased, et The Promised Neverland, c'est une sous-branche de Erased, en fait, hein, mais de A1 Pictures, donc, mais c'est, grosso modo, c'est la même maison. Faudrait que je me renseigne, je veux pas dire de conneries, mais voilà, je crois que c'est A1 Pictures. Je m'y suis pas encore intéressé. J'ai regardé les animateurs, mais pas le studio. Voilà, ça c'est bien mis juste. Hein. Et je commence toujours par la fin, moi, les animateurs, puis après je regarde d'où ils viennent. Parce que souvent ils bougent comme ça. Il y en a qui sont apportés à des équipes et qui sont des freelancers. Et c'est pour ça que je regarde d'abord les animateurs, les talents, et après au-delà la maison qui les emploie. Voilà, c'est Cloverworks. Cloverworks, voilà, Cloverworks. Donc A1 Pictures, sûr et certain, c'est Erased, et Cloverworks, c'est The Promised Neverland. Voilà. Merci. Donc j'avais bien regardé, je suis content, je suis rassuré, je ne perds pas la tête, tout va bien, Alzheimer ne me guette pas. C'est bien. Merci. mais regardez, franchement, Erased. Et pour la saison 2, apparemment, ça serait toujours Cloverworks. Oui, toujours, pour The Promised Neverland, il n'y a pas de saison 2 Erased. C'est bien, parce que pour Nanatsu no Taizai, par exemple, ils ont changé à la saison 3 et apparemment c'est devenu une catastrophe. C'est pas terrible. Ça a été censuré comme des gros gorées en plus. Hein. Ouais, voilà, donc bon. Mais ouais, je réitère, hein, même ici parmi vous, Erased, valeur sûre, 13 épisodes, c'est court, ça vous demande rien du tout comme temps, vous savez pas quoi foutre, vous avez pas d'animé, vous êtes là, vous dites, oh, Dragon Ball Super, ça ne sort pas, mince alors oh. C'est édité par qui en France, par contre? Je crois que c'est Kiyun qui édite, c'est ça, c'est Kiyun, que ça soit l'île de Ozuki ou mais que en ça DVD, pardon. En DVD, malheureusement, il y a ni DVD, ni Blu-ray. Ouais. Tout, quoi. Je n'arrête pas de relancer tous les éditeurs sur Twitter. Faites-le si vous voyez Erased. De manière légale ou illégale, on s'en fout. De toute façon, chez nous, c'est pas possible de le voir légalement. Mais si vous avez l'intention et que de regarder Erased, que vous kiffez Erased et que vous voulez vous trouver le coffret, peut-être que vous pouvez vous procurer il y a 2 jolis coffrets japonais qui sont magnifiques mais sans sous-titres. Il y a un coffret américain avec des sous-titres anglais, c'est toujours mieux que rien, et une version japonaise sous-titres en anglais. Mais balancez des tweets en masse à tous les éditeurs de DVD, de Blu-ray pour qu'ils les sortent n'importe lequel, sauf AB vidéo, ceux-là peuvent se faire mettre. Non, parce que ça va faire de la merde, on le sait. Mais relancez tous, Baybex, n'importe lequel, celui que vous voulez, on s'en fout. Relancez-les tous, autant qu'ils sont. Ça fait Pokémon, ça, quand même, hein, relancer-les tous. Oui, c'est ça, relancez-les tous. Vous pouvez même chanter le générique si vous voulez, y a pas de souci. C'est vrai que sur Wikipédia, avec Wakadim qui l'a licencié apparemment. Et Netflix, oui. Voilà, mais ça, Netflix, c'est l'anime. Mais oui, allez sur Wakanim, allez sur n'importe où, regardez cet anime et relancez les éditeurs pour qu'ils l'éditent en Blu-ray parce que c'est long là. On attend, c'est long, c'est chiant.
Ouais, mais est-ce que ça va se vendre? C'est ça le Oui, problème. oui, ça a cartonné en 2016 ou 2017. Les gens étaient complètement fans du truc. Maintenant, ça s'est tassé parce qu'il y a eu d'autres œuvres qui sont sorties. Hein, ça a fait son temps. Mais je suis sûr qu'il y a un Blu-ray, ça sort, les gens vont acheter. Il y a des gens qui réclament encore aujourd'hui, alors que l'anime date de 2007 ou 2006. Deno Coil, un excellent anime que je recommande aussi, mais que j'ai déjà recommandé plusieurs fois. Pareil, les gens, je crois que le coffret va sortir bientôt, ça aura mis 15 ans à sortir, quoi. Mais les gens sont là, il y a un public derrière, il y a un public. Denocoil, plus personne n'en parle, mais tout le monde veut le coffret. Tous ceux qui l'ont vu, tout le monde veut le coffret, tous ceux qui l'ont vu veulent le coffret. Moi, le premier, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je veux le coffret tout de suite. Erased, il y a le coffret, je l'achète 2 fois. Une fois, je le garde neuf sous blister, je le garde scellé, je le fous dans un meuble, il ne bouge pas, je le conserve neuf, puis il y en a un autre que j'ouvre et que je regarde. Voilà, je suis pour les animes que je kiffe. Il y a un autre anime aussi dont je vais parler après. Ça viendra, que je veux aussi en Blu-ray et que j'achèterai 2 fois dans le même délire. On sait très bien de quel tu parles, je crois. Non, non, il y en a un autre encore avant celui-là. Je garde le meilleur pour la fin. Allez-y, à vous. Après, les gens vont en avoir marre de m'entendre. Bah, Hugues, on t'a pas beaucoup entendu, Hugues. Ah oui, j'attendais un peu les années. Salut, Hugues. Parce que malgré que je sois un vieux, bah, c'est vrai que les vieux mangas, j'en ai pas. Enfin, à part les connus, hein. Bon, j'ai Senseiya. Hein. Enfin, non, j'ai pas Senseiya, Enfin, les vieux, on en est aux années 2000, là, maintenant. Je sais pas si t'as suivi, hein. Oui, c'est pour ça que... Non, c'est toi qui n'as pas écouté ce que je dis, je pense, hein. C'est pas grave. Ah bon? Justement, c'est ce que je disais, justement, c'est que... Maintenant qu'on est arrivé aux 2000, je peux parler, mais avant, tu peux pas. Voilà, on t'écoute, alors. Moi, je l'avais compris du premier coup, je l'ai pas coupé un arbre. Voilà, Mijou, moi, il écoute, tu vois, donc les vieux, là, ça suffit maintenant, hein. Mais non, mais c'est que Charnel qui a gloussé tellement fort que j'ai pas eu le temps de troller, en fait, la vérité. C'est ça, mon avis. Alors, déjà, il y a un dans le podcast d'un coup, on sait pas qui. Alors, c'est l'histoire de Gon et Kiroa. Vas-y, c'est parti. Oh putain. Non mais oui, Hunter x Hunter, forcément, on pourrait en parler, mais je pense que tout le monde connaît, donc bon, forcément, bon, Togashi il est bien, mais bon, je suis moins fan de son dessin, donc je sais pas si je pourrais parler avec autant de passion que je peux en parler avec Hunter x Hunter 2011. Bah, bon, sur les derniers chapitres, franchement, il s'est bien donné, mais au début, au milieu. Mais elle a le syndrome de Toei, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Voilà, en fait, c'est ça, en fait. Des fois, c'est du Nakatsuru et après, il passe à Ibiwa, tu vois, c'est triste. Ah, Ibisawa, ouais. Et Ibiwa, grosse feignasse, on met pas de fond derrière parce que c'est trop compliqué. Alors, il y a une période pour Goethe Island où effectivement, ça se voit que c'était un peu difficile pour lui, mais je trouve que maintenant, il est dans un bon style en ce moment. Ah ouais, non, franchement, là, les derniers chapitres, franchement, là, il y va, quoi. Surtout quand il commence à détailler des pièces et tout ça, t'as un détail, mais t'es là, wow, t'as jamais vu ça. Moi, j'avais jamais fait ça chez lui, je me dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé, là? Si tu fais des pages comme ça, bah, tu peux faire un hiatus pendant 10 ans, il n'y a pas de problème. Enfin, s'il y a un petit problème quand même, mais bref. Donc oui, Hunter x Hunter, forcément, c'est super cool, mais bon, je pense que tout le monde connaît, c'est pas vraiment un manga obscur. Hein. Donc, voilà, je disais Hunter x Hunter, hein, je pense que c'est voilà. pas Chanel qui... Merci, à bientôt. C'est pas Chanel qui va me contredire, hein. Hunter x Hunter, je recommande complètement le manga, les 2 animes. C'est juste moi qui ai un problème avec la musique, enfin la bande son de 2011. Mais 2011 est très très bien. Moi je demande juste 2011 mais avec la musique de 99, c'est tout. Le reste. Moi quelle hérésie, je suis choqué. Non, moi voilà, remplacer la voix de Gon parce que Megumiran dont on parlait tout à l'heure, la série de Gon je l'aime pas du tout. Par contre j'adore la série de Gon 99, Junko Takahashi, je sais pas quoi, la voix de Naruto en fait. Elle est très bien elle. Ou de Gomamon dans Digimon aussi. Je peux vous sortir d'autres rôles qu'elle a fait que j'aime bien. Mais elle a fait dans voilà, ouais. Bref. On va lui donner ses cachets, elle va les se coucher. Voilà. Non, mais elle a fait elle a fait un perso dans Digimon aussi, un des Digisauveurs, là, les saisons 3, 4, Digimon Frontier, je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas regardé Digimon. Je connais le nom, mais... Voilà. Mais sa dernière saison qui a designé par Nakatsu, donc je l'ai regardé, ça va trop. Mais ouais, non, Gon, j'aime pas trop sa voix. Par contre, l'anime est bien. J'adore l'anime de 2011, il est vachement bien. Juste les musiques qui me... Hors de Hunter x Hunter, je les adore. Dans Hunter x Hunter, je m'y retrouve pas. Hunter x Hunter, pour moi, c'est quasiment un seinen. C'est traité, c'est narré comme un seinen. En fait, ça dépend des arcs, honnêtement.
Oui, mais la narration reste quand même crue. C'est-à-dire que l'auteur, il te met ça devant le nez. Il y a des thèmes très lourds, comme l'indépendance d'un enfant à qui on a forcé à faire des choses et qu'il ne voulait pas. Killua, c'est exactement ça. Il voulait pas devenir un assassin, on l'a forcé. Et quand il s'affirme, il porte ses couilles et puis il les pose sur la table et c'est traité de manière très adulte, très crue. On les voit pas, ces couilles sous la table, hein. Ah, ben, c'est sous la table, alors, qui les a mis, c'est pour ça. C'est la censure. C'est censuré par YouTube, c'est quoi on dit. Mais sincèrement, c'est traité de manière très crue et il va dans le vif du sujet, il taille dans le gras directement, Togashi. Et moi, je trouve ça bien et je ne retrouve pas ou peu cette impression sombre, morose, qui ressurgit de l'anime 2011. Je le retrouve dans 99 où les thèmes sont graves. Mais moins dans 2011. Parfois, c'est le cas. Dans l'arc des Chimera Ant, les musiques sont géniales. Ah oui, elles sont très bonnes. Même s'il y en a certaines qui sont... C'est l'arc le plus sombre aussi en même temps. En même temps, c'est l'arc le plus sombre, mais c'est vrai qu'elles sont très bonnes, et en plus, elles sont issues du premier film de Hunter x Hunter, et les musiques étaient très bonnes, justement. Exactement. Et à défaut d'être un bon film, pardon. Moi, ça me parle parce que... parce que ça correspond au Hunter x Hunter que je vois, que je perçois, au filtre que je porte à Hunter x Hunter. Moi, je veux Hunter x Hunter avec un certain filtre qui n'est pas forcément le filtre de chaque spectateur. Moi, je vois ça comme une œuvre très adulte, très mature, sombre, grave, morose, avec des thèmes engagés, etc. Et je ressens cette impression dans 99, dans la version de 99, l'anime de 99, mais pas dans la version 2011. Déjà, la colorimétrie est très claire, très colorée, très gaie, etc. Sauf dans deux arcs, donc le Yorking City et l'arc des Chimera Ant, là c'est dark. Et bah là je me retrouve dans ces arcs. Les deux autres c'est très illuminé, ça c'est clair. Mais... C'est ça, je me retrouve dans ces deux arcs, c'est pour ça que ces deux arcs ne me posent pas de problème, mais tout le début j'ai beaucoup de mal. Puis bon, après il y a l'animation qui est un peu légère au début, il n'y a pas de Sakuga particulièrement travaillé, c'est très primaire. C'est pas mauvais pour autant, ça fait le café, ça sert ce que ça doit servir, mais ça manque d'ambition en fait au niveau de l'animation. Au niveau des dessins, c'est très bon, c'est homogène, plus homogène que Hunter 99, largement plus. J'ai vraiment vu un truc aussi homogène d'ailleurs, je trouve. Ouais, tu regardes d'autres animés, je te promets, t'en as plein d'autres. Erased, oui, j'en rêve beaucoup, mais sincèrement, c'est très homogène, mais on peut faire de bons dessins quand on en fait peu en fait. Parce que finalement, le nombre de dessins, il est assez limité. Ajay le disait notamment sur Twitter il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 mois. Oui, j'avais lu son Twitter. Et bah oui, forcément, si sur une quarantaine ou une trentaine d'épisodes, il y a un minimum d'animation, forcément que les dessins, t'as le temps de les bosser, de les corriger, de les surcorriger. Même si derrière t'as un tâcheron, son trait, s'il est corrigé 5 fois, ses erreurs se voient plus, tu vois. C'est un peu comme quand on a Kitano sur Super Dragon Ball Heroes et puis qu'il est corrigé 5 fois par Yamamuro, et par Takeuide, puis par Miyako Tsuji et par d'autres. Ouais, mais en même temps, justement, pourquoi pas, justement, du coup, ça donne un rendu quand même plus joli que... Bien sûr, après, l'animation est beaucoup plus ambitieuse, et pourtant, les dessins restent de grande qualité. Il y a Jeannette qui soupire. Oh, pardon. Non, merde, j'ai oublié de me mettre en mute. Non, je viens d'en recevoir un message. Non, c'est juste que vous parlez des deux animés. Et moi, j'ai regardé les deux animés. J'ai bien aimé j'aime beaucoup 99, surtout pour les openings. J'aime beaucoup la deuxième série animée parce qu'elle va jusqu'à la fin et parce qu'elle est très bonne. Je la trouve très bonne. Mais je préfère le manga. Voilà, le manga est très très bon. Le manga est très bon. Mais après, pour revenir à ce que disait Hugues, c'est vrai que il y a une sorte d'âge d'or pour le manga. C'est vrai. Les 12 premiers tomes, par exemple, étaient magnifiquement dessinés. Après, à partir du tome 13, les Chimera, il y a eu pas mal de petites gaffes. Enfin, c'est là où les problèmes aux épaules ont commencé à arriver pour Togashi, mais vraiment à s'accentuer. On a eu ce problème-là. Et il y a eu aussi les explications de Togashi parce que tout le monde n'aimera pas le manga d'Hunter x Hunter. C'est-à-dire que Hunter x Hunter, c'est l'équivalent c'est comme pour tous les mangas, je veux dire. C'est l'équivalent de Black et Mortimer en bande dessinée. Tu ne lis pas ça en 20 minutes. Tu ne lis pas un tome en 20 minutes. Peut-être les premiers à la rigueur, pourquoi pas. Surtout les derniers tomes. Mais les derniers tomes, pour parler comme Hugues, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un roman. Si t'es pas dedans, si ça ne t'intéresse pas, tu n'aimeras pas Hunter. Moi, je sais que je montrais vite fait à ma copine, la Hunter, les derniers tomes. Ouais. Mais non, mais en même temps, si elle connaît pas Hunter x Hunter, elle commence par les derniers, ça va pas. Ah non, elle a tout vu, justement. Elle a tout vu. En animé. Elle a poursuivi après en manga. Mais c'est vrai que, oui, les explications sont des fois, et puis peut-être que la traduction y joue aussi, mais je sais pas. En tout cas, c'est pas toujours très fluide et,
tu dis, oh, putain, ils ont complexifié pour pas grand chose en fait. C'est un Mais peu c'est ça comme... que j'aimais bien dans la version 2011, c'est que toutes les Ouais. explications de Togashi sont remis dans un épisode, et du coup, même si ça peut, comme le dit souvent Bidu, ça ralentit le rythme, mais en même temps, tu comprends ce que les explications, et c'est moins indigeste, je trouve. C'est un peu le même cas qu'il y a eu avec Death Note. Death Note en manga, attendez, vous racontez tout ce truc-là pour nous dire qu'en fait le gars, c'est pas le bon cahier, mais en fait il a fait une photocopie du cahier pour machin. Mais c'est vachement compliqué de la manière dont vous l'expliquez. Et dans l'anime, effectivement, c'est beaucoup plus clair, quoi. C'est beaucoup plus simple à expliquer. Bah, il y a encore, Et les mangas, les mangas à texte, entre guillemets, ou les mangas où t'as beaucoup de choses à expliquer dans les shunen, parce que c'est vrai que Death Note, on en a pas l'air, mais à la base, c'est supposé être un shunen, même si ça se rapproche plus du seinen. Comme Hunter x Hunter, c'est Oui, un shonen aussi. Hein. Oui, comme bon, après, les classifications, hein, c'est juste pour... comme Video Girl Eye aussi, enfin, comme plein de choses, quoi. Mais voilà. Et c'est vrai qu'en anime, ça passe, je peux comprendre que ça passera mieux, et je peux comprendre pourquoi il y a autant d'Américains qui sont malheureusement foutus de la gueule, voilà, de Togashi sur les chapitres, où ça a été un petit peu, entre guillemets, parodié sur certains trucs. Certaines parodies m'ont fait rire, mais c'est vrai que ceux qui ont découvert Hunter x Hunter par l'animé, qui découvrent le manga et derrière qui disent, oh putain, il y a pas mal de texte, quoi. Bah oui, c'est ça, Hunter. Ah, ça fait un choc. Moi, honnêtement, la première fois, je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis un peu comme ça aussi. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. C'est biblique, quoi. Moi, je suis sincère. Hein, ce qui m'a fait commencer Hunter x Hunter, c'est la touffe de cheveux qu'a Killua, parce que j'aime bien les cheveux. Je sais pas comment on dit en français. En bataille. Non, pas forcément en bataille, mais qui sont animés de manière indépendante. En fait, j'ai découvert sur manga en VF. J'adore d'ailleurs ce que dit Adrien Solis sur Killua en VF. Mais tu parles de 2011 ou de 2009? Non, 2011. Non, attends, Adrien Solis, non, il a fait Nagisa dans les trucs récents dans Assassination Classroom, et il a fait. C'est pas fou d'ailleurs. Moi, j'aime bien. Après, bon. Il y a un contexte de doublage différent au Japon qui a permis beaucoup pour Assassination Classroom, petite parenthèse, qui a permis beaucoup d'impro validé par le mangaka, donc forcément et puis c'était un festival de fun. Il y a Jun Fukuyama sur Koro Sensei quand même. C'est un dieu, ce seiyuu est un dieu, donc forcément. Et on trouve partout celui-là, c'est grave. Oui, il est partout avec une voix différente à chaque fois. Il a fait ça, putain, mais. Et avec une voix différente, mais pareil, dans le même délire, Koichi Yamadera, la voix de Beerus, partout aussi. Même sur les chansons des Disney, l'histoire de la vie, c'est lui en japonais. Et sachez que cette voix, c'était également la voix de Ryuga dans Ranma Demi. Voilà, peut continuer. Il fait une voix aussi dans Sensei Awakening. J'ai vu ça, je sais plus sur qui, mais... Non, mais dernièrement, j'ai regardé Ranma Demi en VO, j'ai fait, tiens, cette voix, c'est... Et... Tiens, j'aime bien cette voix. Et je fais, tiens, il a fait quoi d'autre? Et après, je fais, oh putain, c'est la voix de Beerus. C'est le plus gros vocaliste du Japon, donc c'est normal. Non, mais sa voix a énormément évolué. Sa voix a énormément évolué. Bien sûr. Non, c'est pas qu'elle a énormément évolué, c'est surtout qu'il est capable de la modifier à volonté. Aussi. Mais si vous écoutez Ranma en VO, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous écoutez Ranma en VO un jour, non, vous ne reconnaîtrez pas Beerus comme ça, absolument pas. Non, mais c'est juste pour dire que ça m'a étonné. D'ailleurs, je l'ai vu dans un autre anime, que peut-être que je vais parler si. Attends, pourquoi j'ai regardé Hunter x Hunter? Après, vas-y, je te laisse parler, promis. Mais en fait, je suis tombé sur la scène où tu as Illumi qui est en train de mettre sa main comme ça devant Killua, et en fait, pour le pousser à abandonner, devant le visage de Killua, tu la mets où tu veux, toi, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. On regardera une version de podcast plus 18 quand même. Mais non, il a sa main comme ça devant le visage de Killua. Autre chose. Excellente scène d'ailleurs. Et je l'ai vu dans 99, et en fait, on est t'as Killua comme ça qui fait le nom de la tête, et chaque cheveu est animé indépendamment. C'est incroyable ça. Et j'adore quand les animateurs font ça. Alors généralement, ils le font sur une séquence ou deux, hein. Ils le font pas sur tout l'épisode. Ça prend un temps. Voilà, c'est ça prend un temps fou, c'est pour donner un effet de style à la scène. Surtout que Killua, il a quand même vachement beaucoup de mèches, hein, donc tu as animé toutes les mèches. Voilà, mais là, toutes les mèches qui lui tombent sur le front, elles étaient animées une par une quand il fait ce signe non de la tête, comme ça, et qu'il essaie de se dégager un peu de l'emprise de son frère aîné. Et je me suis dit, mais le manga là, enfin l'anime là, il a l'air d'être vachement bien dessiné, vachement bien animé, et j'avais découvert l'anime à cause de ça en fait, enfin ou grâce à ça plutôt, l'animation des cheveux de Killua tout simplement. Et quand j'ai vu l'adaptation 2011, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ces grosses mèches? Il y a plus les cheveux indépendants, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé, et en fait, j'ai dit, oh non, c'est cool. En fait, ils ont trouvé un moyen de l'animer différemment, et je préfère même son chara design en 2011. Moi aussi. Et j'adore sa CU, je ferai un parallèle après avec. Oui, mais ça, tu m'étonnes. Ça, je suis cramé, merde. Oh, mais
Mais non, franchement, voilà, c'est juste les cheveux de Killua qui m'ont fait regarder Hunter 99. Ah, comme quoi il en faut pas beaucoup des fois. Parfois ça m'arrive aussi, ça m'a c'est toujours un peu de parlé, truc parfois. Puis bon, tu le lances, puis t'aimes bien, puis voilà. D'ailleurs, Hunter x Hunter, c'est pareil, c'était Killua, je me dis, tiens, voilà un personnage qui m'a l'air sympathique. Bon, je sais pas. Alors que moi, quand j'ai vu les tomes du manga, les couvertures, je fais on dirait un peu Dragon Ball et tout, God, on dirait un peu Trunks et Son Goten, et voilà, depuis 2000, attends, 2001, pardon, j'ai acheté Hunter x Hunter, 2001, et voilà. Ah ouais, c'est un vieux fan d'Hunter x Hunter. Ah oui. Il est courageux, lui. J'ai connu Hunter en 2001. Ah, t'as vécu tous les hiatus, mon dieu. C'était en 2001. À l'époque, il n'y avait pas de hiatus. Ça, c'est une imitation de grand-père Simpson, merci. C'est ce que j'allais dire. Pas mal. Ah, t'es pas dégueulasse. Mais voilà, après, tu voulais dire quelque chose. Shonen Gohan. Bah, j'allais parler d'un autre manga, en fait, ou d'un manga anime. Un autre manga, Hunter. Parce que je me dis, tu vois, Hunter x Hunter, c'est bien, c'est connu, donc bon, on en a déjà parlé assez largement, là, maintenant. D'ailleurs, tu connais, hein, tu dois savoir ce que c'est. Hein. Plus Anima. De toute façon, c'est le seul qui te reste dans ta manga tech. Full Metal Alchemist. Non, s'il parle de Full Metal, par contre, je fais un câlin virtuel, c'est bien. Non, j'ai vu que 3 épisodes. Vas-y, nique ta race. C'est Mizu qui m'a forcé à regarder 3 épisodes chez lui. Vas-y, nique ta race. J'étais ligoté sur sa chaise, j'avais pas le choix. Ah oui, avec les yeux comme ça, tenus. Du coup, j'étais suivi. Donc, oui, plus Anima, c'est vrai que, bon, j'en parlerai d'un autre après, mais bon, plus Anima, ça va être vite fait parce que, bon, je pense que ça va pas intéresser grand monde. C'est plus un manga pour les très jeunes enfants. Que moi, je trouvais sympa parce que le dessin était plutôt était sympathique. Et voilà, c'est une histoire légère que quand t'as envie de passer. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un univers propre à l'univers, c'est un univers de fantasy. Tagamibachi. Oui, voilà. Ah, j'avais complètement oublié celui-là. D'ailleurs, le seiyuu ou la seiyuu de Lag, j'allais dire Regu, mais de Lag, c'est la seiyuu de Kurapika dans Hunter x Hunter 2011. Ah oui. Eh oui. T'es sûr? Oui, certain. Et de Kosuke Kira dans Butum. Eh ben. Oui. Par contre, là, c'est là où je voulais en venir. Jun Fukuyama fait gauche Yuad, je savais même pas ça. Qui? C'est trop cool. Jun Fukuyama, tu sais, ah hein, oui, celui qui gauche. fait. C'est lui qui fait gauche? Ouais. Je viens de le voir sur Wikipédia. Merde. Mais bon, faut connaître les deux personnages, hein, donc si vous connaissez pas les deux personnages. Je suis bouche bée. Mais oui, voilà, c'est pas du tout le même personnage. Hein. Encore Sensei, c'est le pitre par excellence, qui peut être sérieux, mais il est très pitre quand même. Alors que Goshued, c'est un type vachement sérieux, surtout qui tourne un peu d'arc là. Donc, et c'est là, mais voilà, c'est incroyable. C'est un peu comme quand t'apprends que Rikawa il faisait Shun d'Andromède et Vegeta de Dragon Ball. Quoi. Oui, et puis qu'il a chanté l'opening d'Evangelion aussi. Voilà, c'est là, mais zut. C'est ça qui est impressionnant, c'est les seiyuu, c'est qu'ils savent moduler leur voix d'une manière. Mais on te le dirait pas. Tu pourrais jamais les Présente Tagamibachi ou les Turby, c'est le même anime, enfin c'est le même manga, même anime, mais je suis sûr que ça peut intéresser peut-être des gens. Ben ça à la limite oui, parce que bon, je dis plus Anima, mais ça c'est vraiment pour les plus jeunes. C'est vrai que ça c'est très peu connu et je suis même pas sûr que ils ont fait une réédition, mais je suis même pas sûr que cette réédition est encore disponible. Bon, il n'y a pas grand monde. Mais bon, les Turby, je pense que c'est quand même un peu plus connu quand même. Parce que, voilà. Attendez, il faut que je retrouve la page parce que ça fait un peu longtemps quand même. Je suis en train d'acheter le manga, mais bon, ça coûte un peu d'argent. Donc, De toute façon, il y aura des extraits qui sont sur la vidéo, t'inquiète pas. Oh oui. Oui, il y en aura. je suis sûr que les Charlacs vont mettre plein. Ne vous en faites pas. C'est pas moi qui fais le montage, ça va, c'est bon. Tout sera illustré. Je suis là pour ça. Mais oui, tu aimes ça, voyons. Donc voilà, c'est déjà un manga de Hiroki Asada qui fait des dessins, surtout les illustrations vraiment magnifiques. Ça va, il n'y a pas que moi qui écorche les noms. Quoi, c'est pas bien Hiroki Asada? C'est pas bien Hiroki Asada. La manière dont tu l'as dit, j'ai compris Hiroku. Ah oui, Hiroki, non, pas vraiment, non. Ça c'est peut-être son nom de... Quand il fait des doujins de planète, mais... Non, en fait, c'est vrai que les couvertures de Tegamibachi ou Letterby pour l'édition française et américaine, elles sont très colorées, souvent dans ce qu'on appelle un camailleux en art, c'est-à-dire un dégradé d'une même teinte, du bleu, du mauve, c'est beaucoup de couleurs froides qu'il utilise pour dépeindre son univers.
En gros, après je te laisserai peut-être compléter, c'est pour pas qu'on... Mais je serais bien parce que c'est comme moi qui présente à la fin. Mais ouais. Donc En gros, c'est l'histoire des facteurs, tu vois, mais façon manga, et c'est vachement stylé. Mais pour rebondir, c'est vrai que les couvertures font partie de mes préférés, tout manga confondu. Elles sont somptueuses. Les illustrations de couverture sont waouh. Ah oui, c'est... En fait, d'ailleurs, bon, ça fera un peu... On pourrait faire un espèce de lien avec un des mangas que tu vas présenter sur la fin. C'est que c'est très coloré et c'est très détaillé en même temps. Tout à fait. Et c'est très aussi très réaliste, même si c'est un truc de fantasy. Tous les petits détails sont... On pourrait... Avec tout ce qui il dessine, on pourrait le voir dans pas dans la vraie vie, mais... C'est une représentation très fidèle des éléments. Bon, déjà ça j'aime beaucoup. Bon, le manga n'est pas aussi détaillé parce que sinon il ferait comme Berserk ou Vinland Saga, il prendrait 3 ans pour faire une seule page. Mais voilà, donc déjà rien que les illustrations de ce monsieur Asada sont émerveillées. Mais l'histoire est intéressante aussi, elle est originale déjà parce que bon, ça se passe dans un univers forcément fictif. Très fantasy comme ça. Bon, dans le manga ça se voit pas trop, mais dans l'anime ils ont essayé de faire une couleur très spéciale, très sombre. Très bleuté, très. À l'image des couvertures du manga en réalité, ouais, c'est très bleuté, très mauve. Ouais. Et donc, le même jeu de couleurs. Vas-y. Ça je trouve ça intéressant et en même temps, bon voilà, ça paraît de leur. Attendez, parce que j'ai de nouveau perdu ma page. C'est terrible. Comme tu dis, voilà, le Terbi, c'est le système postal dans le monde du manga. Bon, c'est une agence gouvernementale qui est censée, en fait, c'est tout con, ça livre le courrier, bon, partout dans le monde, mais bon, c'est pas facile d'aller partout parce que le monde est infesté c'était quoi en français, insectes armures, voilà, c'est ça qu'ils appelaient ça. Insectes armures dans la version sud-coréenne. C'est de gros insectes qui sont blindés et qui mangent les humains. Donc généralement ces postiers sont armés de balles spéciales pour tuer ces insectes armures. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça fait alors un peu bon, c'est là où on retrouve un peu le shonen, c'est que ça fait un peu bon, je dirais pas la force de l'amitié, mais ça touche beaucoup à l'amitié, au cœur aussi, parce que par exemple, les munitions s'appellent les balles cœur parce que quand tu tires sur de l'amitié. Quand tu tires sur un insecte armure, ben alors du coup, c'est un fragment de ton cœur que tu envoies et c'est comme ça que tu lui envoies tellement de bons sentiments entre guillemets que ça le tue. Bon, dans le manga, c'est pas trop niais, toi. C'est juste bien, toi. C'est ça qui je trouve intéressant, c'est que il arrive à faire un truc bon, il est un peu à base de force de l'amitié, mais ça en fait pas des tonnes, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Puis le monde est intéressant aussi, c'est très bon, c'est très sombre, mais en même temps, tu vois, l'architecture, les personnages, les designs, c'est voilà, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi une aventure derrière. Donc pour le personnage principal part à la recherche d'un postier légendaire qui a disparu, qui lui a sauvé la vie il y a des années. Donc lui de même il devient le postier, un postier gouvernemental et voilà, il va vivre des aventures moi je trouve très intéressantes et en même temps découvrir sa propre histoire à lui parce que bon, à la fin il y a un plot twist. Bon, faut savoir que le manga et l'anime sont pas très raccords sur la fin. Donc du coup je connais pas la fin du manga parce que je l'ai pas encore acheté, enfin j'ai pas terminé. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment un truc, on pourrait croire que c'est niais et tout ça, mais non, bon, ça l'est un peu parce que c'est un shonen, il faut quand même des bons sentiments, tout ça. Bon, tous les personnages sont assez jeunes, même si bon, il y a quand même beaucoup d'adultes aussi. Donc faut aimer le genre, mais franchement c'est un des trucs. D'ailleurs je crois que c'est toi qui m'avait conseillé là. C'est frais quoi, c'est un shonen, donc forcément il y a pas d'entraînement tout ça, mais bon il y a aussi il se fait des amis, il rencontre des méchants, il y a des plot twists, donc
tout n'est C'est vrai pas... que c'est construit comme beaucoup de shonen actuels, c'est-à-dire on a un personnage de base, une quête identitaire, et après au-delà de ça vient se greffer une quête secondaire qui devient finalement, qui prend de l'importance au gré des découvertes du protagoniste, et puis de l'intérêt qu'il va porter à gauche, donc c'est le type qui l'a trouvé. En fait, Lag, le personnage principal, était un enfant abandonné avec une adresse, et c'était lui le courrier à livrer. Donc en fait, il l'a livré dans la ville voisine, en gros, et ce postier gauche a disparu après avoir fait son travail. Il a livré son courrier, à savoir Lag, le personnage principal, quand il était tout tout petit. Et Lag, en fait, au gré du voyage, va s'attacher à gauche, et lui a dit un jour, quand ils se sont séparés, que l'autre allait livrer son colis, donc le gamin, il lui a dit moi aussi un jour, quand j'en aurai l'âge, je deviendrai un Tegami Bachi, c'est-à-dire un postier gouvernemental. Et c'est ce qu'il va faire pour pouvoir retrouver son entre guillemets son mentor. Et en fait, il ne le retrouve pas, il a disparu, et l'intrigue tourne autour de ça. Et au-delà de ça, on recherche aussi les origines de Lag, qui a un œil particulier. Il a un œil humain et un œil orné d'une sorte d'ambre qui lui permet notamment d'alimenter son arme et de tirer sur ses insectes armures. Et il voudrait bien savoir d'où vient cet œil, il voudrait bien savoir quelles sont ses origines, qui sont ses parents, etc. Donc on a à la fois une recherche de son mentor et à la fois une recherche de l'identité de Lag. Et puis viennent se greffer bien sûr des personnages secondaires qui vont complexifier l'intrigue. Chacun a sa petite histoire en plus. Donc, oui, bien sûr. Ouais, ils ont chacun un background légèrement étoffé, qui est pas dégueulasse. On a aussi voilà. Niche qui est... Oui, une petite note. L'auteur s'est fait plaisir sur les noms parce que c'est généralement des noms un peu n'importe quoi. Oui. Allez, voilà. Là, comme tu parles de Niche, bah voilà, ça s'appelle Nietzsche. Enfin, ils prennent ça Nietzsche en japonais, mais c'est Nietzsche. Voilà, bon. C'est vraiment niche, donc c'est comme la niche du chien, quoi. Donc c'est exactement ça. Le gars s'est fait plaisir, quoi. L'axe Ying, c'est pareil, Bon, le gars, il lag pas vraiment, mais. Bon. Ça vient de lagrima, larme en espagnol. Toi, il a fait des recherches, mais en même temps. C'est-à-dire que le gamin, il fait que pleurer sans arrêt, donc forcément, larme, c'est lagrima en espagnol, ça colle. C'est bien trouvé, mais donc tu vois, mais c'est comme mais traduit en français. T'as comme des noms très, très spéciaux, je crois. C'est ça. C'est pas Gauche, le gars s'appelle Gauche Suède. Je sais plus d'où ça vient, j'avais lu l'origine des noms, mais il y a un sens derrière. Mais c'est vrai que nous. C'est ça qui est bien, mais en même temps, c'est un peu. C'est exactement ça. Le problème, c'est que nous, quand on le traduit en français, qu'on l'adapte, ça nous réfère à des mots de notre vocabulaire français francophone. Oui, c'est vraiment très français en fait, souvent. C'est assez. Et du coup, quand tu entends, nous, ça nous heurte à l'ouïe, parce que c'est des termes qu'on entend dans notre langage qui n'ont rien à voir apparemment en fait. Mais le fait est que quand tu les translittères, quand tu les adaptes du japonais au français, ça donne des trucs assez rigolos pour nous francophones, quoi. Ah ouais, c'est ça qui est. C'est la translittération qui est malheureusement, nous dans notre langue, ça veut dire quelque chose, quoi, qui n'a rien à voir avec le nom à la base. Mais ouais, voilà. Voilà, donc c'était de petites. C'est vrai que bon, puisque tu parles de niche, ouais, l'espèce de petit l'animal de compagnie qui s'appelle Steak. Steak, là par contre c'est ça. Steak, c'est qu'à chaque fois Niche, la gamine du manga, le second personnage principal, récupère cet animal et dit que on va l'emmener en tant que provision. Oui, elle veut toujours le manger. Donc du coup, au cas où on meurt de faim, on le cuit et puis c'est tout. Et d'ailleurs plusieurs fois, elle le met sur une poêle et commence à le cuire et bon, c'est un peu le comic relief de la bande. Et voilà. Mais qui bon, c'est marrant, quoi, toi, c'est bon, le gars s'appelle Steak, ok, d'accord. Et en plus, il fait un petit salut militaire en mode c'est bon, je me sacrifie pour vous pouvez me manger. Il veut vraiment se sacrifier. Il le ferait vraiment, il a la petite larme, mais promis, je me sacrifie, vous allez pouvoir me manger. Finalement, ça se passe pas, donc il est à moitié sacrifié. Enfin, bref, c'est marrant, c'est marrant. Là, c'est ça que j'aime bien, c'est dans. Tu vois, il y a des thèmes aussi, comme tu les as bien énoncés, qui sont un peu sombres, mais ça ne m'oublie pas non plus de faire quelques. C'est du shonen. Voilà, c'est du shonen, donc d'être un peu dans la comédie. Bon, Lag aussi, il fait aussi quelques pitreries. Nietzsche et Steak aussi, d'ailleurs. Bon, ils font des conneries. Mais en même temps, t'as aussi une ambiance un peu sombre, et puis t'as des tractations politiques aussi dans le monde, parce qu'on voit que finalement, c'est pas le monde parfait qu'on nous décrit au début. Que la propagande nous le dit, parce et donc il y a une espèce de subplot, je sais plus le dire en français, mais une sous-intrigue, voilà, je vais y arriver. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment un truc qui est... C'est riche. C'est riche, mais c'est aussi frais, donc c'est pas... ça reste un shonen, mais en même temps,
c'est original. Donc si on a envie d'avoir un peu des trucs, des thèmes un peu adultes, mais en même temps enrobés dans quelques bons sentiments, de la comédie et de l'action aussi, parce que quand il faut se battre contre les insectes armures, ça en bout du pâté. C'est dommage que l'animé envoie de la CGI à ce moment-là, quoi. Oui, voilà. C'est Studio Pierrot, c'est l'animé qui a fait 20 tomes, effectivement. Apparemment l'anime a commencé aussi, mais si j'ai bien compris, l'anime s'est terminé quand le manga n'était pas terminé, donc c'est ça. Il a improvisé. Ça arrive souvent, malheureusement. L'improvisation qu'ils en ont faite, moi j'ai pas trouvé ça mauvais. Non, ça va, ça passe. Mais quand j'ai lu le manga, je me suis dit, mais merde, en fait, ils sont partis complètement dans une autre direction. Alors que le manga, il est parti... le manga est parti à gauche Suède et l'anime est parti à droite voilà. Norvège, quoi. Bravo. Bravo, Shunen, bravo. Voilà, merci. Donc voilà, l'anime aussi, donc il y a forcément un anime aussi de 2 fois 25 épisodes. C'est ça. Qui date de 2010, fait effectivement par Studio Pierrot, donc le même studio que Naruto par exemple. Oui, ou que Hikaru no Go. Ou que Yu Yu Hakusho, hélas. Et effectivement, mais voilà, comme quoi. Mais Studio Pierrot n'est pas mauvais, contrairement à ce je trouve que honnêtement, dans les Turby, à part effectivement la CGI sur les insectes armures, où c'est quand même pas fameux. Le reste, franchement, l'ambiance, les couleurs, les personnages, l'animation, c'est soigné. C'est tout à fait correct. C'est vraiment dommage qu'ils ont mis de la CGI sur ces insectes armures. C'est moche. C'est mal intégré. Ça jure avec les dessins. Voilà, franchement, on voit que c'est pas du tout. C'est pas ouf. Quoi. On dirait une cinématique de PlayStation 2 posée sur un anime, quoi. J'allais parler de Sensei Netflix, mais c'est pas gentil. C'est dommage, mais j'ai trouvé l'anime qui était c'est cohérent avec le manga, sauf à partir d'un moment où ils ont décidé de partir chacun de leur côté. Mais ça respecte le manga, ça respecte les designs de Asada, ça respecte l'ambiance aussi. Ils en font pas trop, ils en font pas assez. C'est juste bien en fait. Donc Studio Pierrot sur ce coup-là, et d'ailleurs sur Hikaru no Go aussi d'ailleurs. Sur Hikaru no Go, ils sont en parler aussi d'ailleurs. Ils font ça très bien. Je sais que sur Naruto, ils n'ont pas été les plus aimés. Moi, je les trouve meilleurs que la plupart des gens les voient. Je les trouve pas si mauvais que ça. J'ai vu Naruto, ça m'a pas autant choqué que ce que j'avais vu, mais bon, voilà. Bref, je suis pas très bon pour voir les trucs non plus. Donc, comme on me disait que, par exemple, je reviens sur un truc un peu au hasard. On me disait que Sensei Omega c'était très mal animé. Moi je voyais pas la différence, mais bon, c'est parce que voilà, je suis pas très spécialiste là-dedans. Mais voilà, moi j'aime bien. Donc il faut savoir, le manga a certainement une fin, je la connais pas, et le manga a une autre, et l'anime a une autre fin. Comme ça au moins, on a chacun son plaisir. Et bon voilà, donc les seiyuu aussi, comme forcément sont très bien aussi. Il n'y a pas que Fukuyama, les autres. Franchement, tout est bien dans cet anime. À part si tu dis cette CGI de Insect Armure, le reste c'est top. Ils ont fait une fin qu'ils ont inventée eux-mêmes et qui n'est pas dégueulasse. Même si ça, de ce que j'ai vu, ça vire mais une tonne de trucs. Ah oui, c'est très expédié. Parce qu'il faut terminer quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Il fallait pourquoi ils ont voulu terminer alors que le manga lui-même n'était pas terminé. C'est ça. Mais voilà, ils se sont dit bah tant pis, on termine. C'est dommage. Ils auraient pu faire des OAV ou je sais pas moi, bref. Donc voilà, ça c'est. Je pense que c'est un peu connu les Turby, mais bon, voilà. Comme j'ai pas grand chose non plus à dire, à donner comme truc. Voilà. Donc si vous cherchez un shonen un peu original, un peu joli aussi quand même, parce que les dessins de Asada, même dans le manga, sont franchement pas mal. Eh ben allez-y. Lisez les Turby, c'est bien. Eh ben on ira. Voilà, c'est bien. Voilà. Mais lisez d'abord les Turby et après de ce que va en parler Mizu, parce que ça, il va parler. C'est mauvais. Attends, il y a peut-être encore d'autres titres avant de. Ouais, mais non, tout ce qu'il va dire, c'est mauvais. De toute façon, il n'a aucun goût, ce type. Hein. Il m'a jamais rien conseillé, c'est pénible. Hein. Voilà, c'est quoi que. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans les années 2000 qui était assez marquant Moi j'ai quelque chose de très très bon. À voir, absolument. Naruto, personne n'a vu Naruto, je sais pas. Non, pas Naruto. non, j'ai quelque chose de très peu connu qui mérite tellement plus. Alors tout le monde se dit, il va parler de Made in Abyss. Non, il va parler des Fema. Non, c'est pas ça. Non. Ah,
tu t'en approches. C'est dans mon top, mais c'est pas loin. Non, mais SNK, tout le monde connaît. Non, Shingeki no Kyojin, c'est même plus dans mon top 10, ça doit être 9 dixième. SNK pour moi c'est Soten Nuken, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, oui, non, c'est pas Shingeki no Kyojin qui est 9 ou 10ème de mon top, non. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être Barakamon, non? Non, Barakamon, c'est 5 ou 6ème. Ah, je vais y arriver. C'est Tokyo Magnitude 8.0. Bah oui, voilà. Oui, alors c'est produit par Kinema Citrus, le studio qui a fait Made in Abyss notamment et qui a fait Barakamon, et c'est coproduit par Bones qui a fait Full Metal Alchemist Brotherhood et beaucoup d'autres animés de qualité. Tokyo Magnitude 8.0, donc on parle de Magnitude, ça parle de séisme, ça se passe en plein Japon, c'est un animé qui date de 2009, donc qui a malheureusement été oublié avec le temps parce qu'à sa sortie ça a été récompensé. Il a gagné notamment le prix de l'excellence en 2009 au festival de je sais plus trop quoi, faudrait que je regarde. On mettra en même temps, après le tsunami de 2011, c'était un anime que tu avais envie de regarder, quoi. Malheureusement le public japonais s'attendait pas à avoir une catastrophe si proche de la sortie de l'animé, mais l'animé est sorti en 2009 et c'est tout. Et du coup, ça raconte l'histoire de deux enfants, Mirai, qui est préadolescente, ou qui doit avoir 10-11 ans, 12 ans peut-être, et Yuki, qui a 7-8 ans. Et en fait, c'est les vacances d'été, et Yuki veut aller voir une exposition robotique à Odaiba, donc au Japon. Donc ils doivent prendre le bus, le bateau, plein d'autres trucs, etc. pour s'y rendre. Et une fois qu'ils sont à Odaiba, y a un séisme de magnitude 8 qui survient. C'est quand même énorme, 8. Et voilà, d'où le titre Tokyo Magnitude 8.0. Et révélation. Et la ville est complètement ravagée en fait. Et il leur faut rentrer chez eux. Il y a 11 épisodes, ou 12, je ne sais plus. C'est 11 épisodes d'émotion, de sincérité dans les personnages parce qu'ils sont très humains. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de haricots magiques, il n'y a pas de Pokémon ou je sais pas quoi pour les aider. Hein. C'est le monde, tout ce qu'il y a de plus monde naturel, avec un séisme et les répercussions qui s'en suivent. Hein, les répliques des séismes qui sont parfois très violentes et qui créent de nouvelles victimes. Oui, c'est le pèlerinage des gens pour rentrer chez eux, c'est du monde dans les rues, des blessés, des morts, c'est ce genre de choses. Et puis ces deux enfants qui sont livrés eux-mêmes, ils sont pas très grands. Et puis il leur faut absolument regagner leur chez eux, sans savoir si leurs parents sont en vie, parce que les télécommunications, téléphone et compagnie, radio, c'est mort. Donc il leur faut rentrer chez eux, et pour eux, le voyage comment dire, une personne vient se greffer à ce groupe, c'est une adulte, Marie, qui est doublée par la même seiyuu que celle qui fait Isabella dans The Promised Neverland, qui est excellente, une excellente seiyuu. Elle est laide en Promised Neverland en tout cas. Ah ouais, mais elle est très 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 douée. Et Marie, en fait, c'est une livreuse, en fait, qui était là à scooter et puis qui a trouvé ces deux gamins. Déjà avant le séisme, elle les a croisés, puis après le séisme, elle les retrouve. Donc elle les prend un peu sous son aile, elle essaie de les conduire chez eux. Alors qu'elle a une enfant, toute petite, dont elle ignore la santé à voir, mais elle privilégie ces deux enfants, dont elle, dont elle connaît l'état physique, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Elle sait que là, il y a deux enfants en vie. Sa fille, elle sait pas si elle est en vie ou pas. Dans tous les cas, elle se fie à du concret. Les deux sont en vie, je les ai rencontrés, c'est comme ça, je vais les aider jusqu'au bout. Quelle femme. Et c'est un manga, c'est un animé, je sais pas s'il y a un manga, c'est un animé très touchant, c'est un animé poignant, c'est un animé qui va vous tordre les tripes comme jamais ça me les a tordus. J'ai mis 15 jours à m'en remettre de la fin, facile. J'étais là à me dire putain non, pas comme ça, c'est pas possible, gna gna. Et en fait si, y a une fin qui est très touchante, qui est très humaine, qui m'a marqué. Et cet anime, j'ai dû le revoir 2 fois, 3 fois peut-être, depuis qu'il est sorti, donc ça fait 2009, ça fait 10 ans, ça fera bientôt 11 que l'anime est sorti, et il a toujours été dans mon top 10 depuis tout ce temps. Il n'en est jamais sorti, jamais. Pourtant, je l'ai pas revu beaucoup de fois, j'ai dû le voir 2-3 fois. Et en 10 ans, et c'est pas beaucoup, mais il n'est jamais sorti de mon top 10. Jamais, jamais, jamais. Et je lui chéris cette place dans mon top 5 même de manière éternelle. Il est génial cet animé. C'est un chara-design très simple, qui permet donc une animation très détaillée, très fluide, très dynamique quand il s'agit de l'être, très expressive quand il s'agit de l'être aussi.
Les musiques sont excellentes, le doublage est fabuleux. Vraiment, à tous les niveaux, c'est pour une longue période, et on n'en sort pas indemne. Il y a un avant et un après Tokyo Management 8.0. C'est, par exemple, j'ai envie de conclure cette présentation par une phrase très simple qui dit que, enfin moi c'est comme ça que je perçois cet animé, c'est que parfois il faut une catastrophe grave pour qu'on se rende compte à quel point on tient aux gens. Parce qu'après cette catastrophe, on se rend compte qui sont précieux pour nous, qui représentent quelque chose, et c'est une catastrophe parfois qui permet de se rendre compte. Je vous dis pas pourquoi, ni quoi, ni les aboutissants, ni rien de plus. Je vous laisse sur cette phrase pour découvrir cet animé, mais il y a un avant et un après Tokyo Magnitude, c'est sûr. Voilà. Et comme je vous dis, les studios Bones et Kinema Citrus sont très réputés dans le monde de l'animation. Là, c'est une coproduction des deux. Non, franchement, foncez, l'anime est génial, et en plus, c'est un anime court. Depuis le début, je vous propose que les animes courts. Moi, je suis gentil, je vous fais pas chier longtemps. Mais c'est un anime court, il y a 11 ou 12 épisodes. C'est poignant. C'est vraiment poignant. C'est sorti chez qui ça C'est sorti en France au moins? Eh ben tout à l'heure je parlais, c'est Wakanim qui a les droits. Aujourd'hui tu peux le trouver sur Wakanim intégralement, mais y a pas de coffret DVD, pas de coffret Blu-ray, ça date de 2009. Pareil, bombarder les éditeurs pour qu'ils nous sortent ça, bon Dieu, parce que c'est comme Erased dont je parlais tout à l'heure, y a pas de coffret, ça commence à être chiant, parce que toutes ces petites licences malheureusement, je parlais aussi de Denocoil, qui a pas de coffret, j'aurais pu parler de Made in Abyss, mais pour ce podcast je m'abstiendrai parce que j'en parle souvent. Non, c'est pas vrai. Si, mais toutes ces petites licences-là, qui sont des licences où il y a un public derrière, il n'y a pas de coffret. C'est hyper lourd parce qu'on sait que derrière ça va cartonner, mais c'est pas une grosse licence, donc les éditeurs ne se lancent pas, ne se ruent pas dessus. Mais pourtant, il y a un gros public derrière. Il y a un gros public derrière. Mais il suffit de sonder un peu la fanbase là-dessus, d'aller parler. Il y a des gens qui sont prêts à craquer leur porte-monnaie pour eux, pour leur famille, pour leurs proches. Enfin, voilà. Ouais, ce serait rentable, d'après toi. Ce serait carrément rentable. Donc, je ne sais pas pourquoi, il n'y a toujours pas de coffret de Tokyo Magnitude 8.0. Bon, après, il faut avoir les droits aussi. Hein. Il faut peut-être avoir les droits, et d'accord. Je vous laisse sur cette phrase pour Tokyo Magnitude 8.0, c'est que parfois on a besoin d'une catastrophe pour se rendre compte à quel point on tient aux gens, et c'est ce que raconte cet animé au-delà d'un regard porté par deux enfants innocents dans une catastrophe qui est un séisme ici. Voilà, donc un excellent animé, vraiment, je vous conseille de tout cœur celui-là, plus encore que Erased peut-être. Mais de toute façon, je suis sûr que vous vous lancez dans Erased, vous allez kiffer, vous lancez dans Tokyo Magnitude, vous allez kiffer, c'est sûr à 300%, c'est deux grosses valeurs sûres. Mais t'aimes quand même les trucs qui sont pas très joyeux quand même. Et j'aime les choses qui sont vraies, moi, en fait. Les histoires de personnages qui se transforment, qui se soignent et qui se ressuscitent, et puis qui se donnent leur énergie, et puis qui se donnent des calmants qui n'existent pas, ou des médicaments, et qui souffrent pas quand ils ont un bras arraché. De quoi tu parles? Bah, non, mais il y a plein de trucs dans les shonen ou dans les shoujo, comme ça, les personnages, ils ont un bras ou une jambe arrachée, ils tiennent encore debout, ils se tapent dessus. Coucou Tenchin Han, c'est pas pour trigger de Olivier qui l'aime bien, hein, mais bon, voilà, il va se taper contre Nappa, il lui manque un bras. Là, moi, les persos, ils perdent un bras, ils tournent de là, ils suent comme des gorées, et ils crèvent, en fait. S'ils ont pas rapidement, il y a pas un garrot ou une anesthésie ou un truc, tu vois, ils crèvent, en fait. Moi, j'aime les choses qui sont vraies, les choses qui te touchent, les choses qui te laissent quelque chose après le visionnage, parce que moi, j'aime bien en tirer une leçon, j'aime bien quand les choses ne me laissent pas indifférent, et surtout, j'aime les choses qui sont crédibles, en fait. De plus en plus, moi, tout ce qui est shonen et compagnie, s'il y a une transformation pour aider le personnage et pour l'aider à aller mieux après, il va retrouver ses amis parce que après, dans la foulée, t'inquiète, on va se revoir, les amis, moi je te donne mon cœur, de toute façon tu vas vivre, moi je te donne mes boules de cristal ou mes draps. Tu vois? Non! Ça, moi j'aime bien, mais ça me parle vachement moins, ça ne m'émeut pas, ça ne me touche pas, ça ne m'impacte pas tant que ça, finalement. C'est-à-dire que pour de la distraction, c'est sympa, mais il y a 10 ans, ça me faisait hérisser le poil, j'étais là, enfin j'ai pas de poil, mais enfin ça me faisait frissonner, tu vois, mais là, aujourd'hui moins, beaucoup moins, en fait. Alors est-ce que je grandis? Est-ce que j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes schémas se répéter? Non, je grandis pas, je suis pas très grand non plus. Mais voilà, je suis un peu plus grand que Mimimati quand même. Un peu plus. Un peu quand même. Et tu vois, niveau de Chaozu, je suis un peu au-dessus quand même. Si on compte pas son cheveu, sinon voilà. Edward et Elric, on fait la même taille. Incroyable. Voilà, à peu près.
Donc moi toutes ces choses qui sont de très belles choses, très bien écrites, Dragon Ball, Saint Seiya, que je n'ai pas vu mais j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. On en parle avant le podcast avec Charnal, c'est pour ça que je me permets de l'inclure, mais Hunter x Hunter, même Full Metal, où il y a il y a l'alchimie pour t'aider, c'est quand même pas rien. Même si tu sacrifies quelque chose, c'est quand même un gros point positif dans l'histoire, quoi. Ça peut aussi être un gros point négatif. C'est pour ça que je préfère Full Metal à beaucoup d'autres shonen. Mais le chakra dans Naruto, certaines techniques d'invocation, enfin, il y a quelque chose pour les aider. Les personnages ne sont pas seuls. Les personnages ne sont pas seuls. Ils sont pas livrés à eux-mêmes. Là, dans les licences dont j'ai parlé, Erased, Made in Abyss, j'en ai pas parlé, mais je peux l'inclure, Tokyo Magnitude ou d'autres, bah c'est des licences, ou Genji Hiroshima, c'est des licences plus réalistes, plus dures, et chaque choix, il n'y a pas de retour arrière possible en fait. Tu peux pas le réparer avec un élément magique, tu vois. Il y a rien, c'est-à-dire ton choix il est fait, il est définitif, tu vas devoir l'assumer, en porter les conséquences et évoluer de ces choix que tu fais en fait. Ça par contre ça me parle. Par exemple, je prends un contre-exemple là-dessus. Non mais jamais, t'as vu? Non mais c'est pas possible. Hein. Non mais un truc vachement intéressant. On a tous pensé pouvoir prendre la parole. Pardon. Non mais un truc vachement intéressant, c'est quand t'as Goku qui dit ouais moi j'aurais pu vaincre le gros bout etc, mais j'ai préféré laisser faire la nouvelle génération. Bah t'as fait un choix gros, mais finalement ton choix il a aucune conséquence. T'as tout réparé avec le Dragon Ball et puis finalement t'as réglé la situation, donc finalement ce choix n'a aucune conséquence, rien. C'est-à-dire qu'il aurait buté le gros bout, c'était la même fin. C'était pareil. Sauf que Gohan, il avait pas son potentiel libéré, la fusion n'aurait pas été apprise tout de suite. Goku connaissait la technique. Libéré, délivré. Non mais c'est ça, en fait, il y a pas de conséquences, il y en a aucune. Ainsi soit-il. Enfin, si, ouais, mais c'est marrant parce que moi c'est tout à fait pas tout à fait le contraire, mais c'est quand même très différent. Enfin, moi là, justement, quand je lis des mangas, j'en lis pas souvent, je regarde plutôt des animes. Ouh. Bah oui, désolé, hein, excusez-moi. Mais je me rattrape, hein, j'en ai racheté, j'en ai plus maintenant. Mais bref, du coup, moi je préfère quand je regarde un anime, c'est plutôt ce qui met pour me divertir et justement échapper un peu à la réalité. Donc, du coup, je préfère que ce soit... Bon, faut pas que ce soit abusé non plus, hein, il y a des limites, mais... Allez, c'est trop réaliste, moi ça... Je dirais pas que ça m'ennuie, mais du coup, c'est pas ce que je recherche. Mais tu moi, sais, c'est un truc qui... tu sais, le retour de Dr. Ishii. Moi, je vais te dire, il y a des animés comme ça qui te prennent au trip, comme le tombeau des Lucioles. Même Ashita no Joe, comme tu dis. T'as certaines scènes réalistes, tu ressors du film et tu fais ah merde. Bah ouais, parce que tu pensais pas qu'un dessin animé pouvait faire ça justement. Bah je vais prendre un exemple qui me parle. Je prends Assassination Classroom, je me marre pendant tous les épisodes, puis les 3 derniers, je chiale comme un gamin devant. Ah ouais, là je suis d'accord, là je suis complètement d'accord. Mais il y a quand même une partie de fantasy, quand même, c'est pas non plus... Bien sûr qu'il y a une partie de fantasy, mais tu as aussi cette partie de fantasy dans Made in Abyss, tu as cette petite partie de fantasy dans Erased aussi, quand il s'agit des rediffusions et de l'enquête, parce que tu as aussi ce côté d'enquête où il faut résoudre une énigme pour pouvoir rétablir la situation. Ce n'est pas que du réaliste. Mais les personnages sont ancrés dans une réalité dans laquelle ils vont devoir faire des choix, et moi j'aime quand les choix ont un sens et quand les choix sont irrécupérables, c'est-à-dire que tu les as faits. Bah, maintenant, toi en tant que lecteur ou en tant que spectateur, t'es devant ce personnage qui a fait son choix, tu te dis est-ce que j'aurais fait le même, est-ce que j'aurais pas fait le même, ça c'est la première étape, et puis après t'as te dit bon maintenant de toute façon il est fait, on peut pas revenir en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Le choix est fait, qu'est-ce qui va se passer? Dans d'autres animes, je me dis le choix est fait, de toute façon ça se casse la gueule, ben c'est pas grave, il y aura un truc pour réparer parce qu'on sait qu'on est dans un shonen et on sait que ça finira bien dans un shonen. On sait que 80% des shonen, si pas plus, finissent quand même majoritairement bien, en tout cas pour les héros. Et dans des seinen ou dans des shonen traités de façon plus mature, bah tu te dis que tu peux peut-être perdre le héros et puis c'est peut-être le personnage secondaire qui va prendre le relais en fait et devenir le héros du truc. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast, hein, c'est pour dire qu'il y a autre chose que le shonen, il y a aussi le seinen, il y a aussi le shoujo. Ah oui, bah clairement, oui. Et si on parle de seinen, je pourrais peut-être parler vite fait de Monster, qui est un très bel animé. Oui. Et que je vous recommande vivement. Ouais,
Il y a une J'ai voix. lu le manga, moi. Ah, le manga est génial. Je connais plus le manga que l'anime, Moi, soit dit moi en aussi. passant, et qui est un excellent manga et qui te tient en trip jusqu'à la fin. Oh. Et si tu aimes beaucoup Monster, bah après il faut peut-être lire 20th Century Boy, même si la fin est peut-être loupée, mais c'est peut-être mon avis. Et Billy Bat, qui est aussi un excellent manga, même si peut-être que la fin est loupée, mais ce n'est que mon avis. Et qu'il faudrait. Il semble voir que d'autres- t'aimes bien les mangas avec les fins loupées, toi. Hein. Bah le problème c'est que Naoki Urasawa, bah ses fins elles sont, à part Monster, Oh là là, oui. les autres fins elles sont pas folichons. Enfin je sais pas, je suis pas fan de ces fins dans les autres mangas. Et c'est un reproche qu'on fait souvent à ce mangaka, c'est putain j'espère qu'il va pas se foirer cette fois, j'espère qu'il va pas se foirer. Et faire une fin, c'est pas facile. Hein. Comment? Faire une fin, c'est pas facile. Bah c'est Assassination Classroom, meilleure fin que j'ai jamais lue dans Non, un mais Ouais, shonen. là, j'avoue que là, c'était magique. Dans un mais shonen. c'est pas évident de faire des bonnes fins pour ce mangaka parce qu'il part un peu dans tous les sens avec de très bons mystères. Oui. Et malheureusement, soit il répond pas aux mystères, soit les réponses sont alors décevantes. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé avec On se croirait dans Billy. Lost. Bah un peu Je vais ouais. faire incendier par Gotenkun, mais c'est pas Bon, grave. je pense qu'il Il est serait pas d'accord là. avec... Il serait d'accord avec toi et moi aussi sur la saison 6. Mais quoi qu'il en soit, ouais, Naoki Urasawa, il a ce défaut-là et autant pour des mangas plus inoffensifs comme... Non, plutôt, il a une belle fin par contre, plutôt. Mais en même temps, c'est une adaptation d'un manga de Tezuka. Mais ouais. Ouais, donc voilà. Mais Monster reste quand même un grand manga, un monument, et je pense que grâce à sa fin aujourd'hui, je pense que c'est peut-être mon manga favori de l'auteur. Voilà. Voilà. Bah, je crois que Pizu connaît aussi, il me semble. Hein. Oui, bah Mais oui, écoute, c'est ce qu'il a dit. je Ah, t'en je avais me lance, parlé, Shonen Gohan, il y a de Effectivement, cela c'est vrai que quelques je le années. Et Monster, en fait, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, 2015 ou 2014 peut-être. 2014 et Quand t'étais jeune et vaillant. ouais, j'étais encore jeune, fringant et vaillant et en fait j'ai acheté les 3 premiers tomes parce que je voulais commencer 20th Century Boys, mais la première édition, le petit format n'existait plus, ils étaient déjà, ou je sais qu'elle existait encore, mais en tout cas il y avait le pourparler de la nouvelle édition, donc je m'étais arrêté en attendant de voir quelle édition j'allais prendre. Puis j'ai vu que c'est une grosse édition, je dis ah bah non, j'arrête 20th Century Boys et je commence Monster. Et avec des pages travaillées. Des pailles travaillées aussi. Des On n'a pailles, pas ouais, travaillé, oui. On n'a pas Bah, ce qui est travaillé bien, elles sont biodégradables les pages. En fait, tu les tournes, tu les lis 2 fois, puis à la 3e, tu vois. C'est génial, dis donc. Oh les cons. Eh oui. C'est pour ça, faut bien savourer. Hein. T'as intérêt d'apprendre par cœur. Tu pourras plus le relire après. Faut Ouais, racheter c'est ça. vrai. Et même des fois en magasin, tu vois, ça se comme ça. T'as la bonne arnaque en fait, tu vois. Mais tu passes en caisse. Ah ouais, c'est biodégradable hein, intégralement. Même la couverture, vous allez voir dans 2 secondes. Enfin, j'ai commencé Monster et du coup, j'ai lu les 2 premiers tomes parce que j'avais pas assez d'argent pour prendre les suivants et je gagnais pas beaucoup à ce moment-là. Et puis du coup, j'ai fait des heures sup. Beaucoup d'heures sup tellement la hype était là de découvrir la suite. Dr Tenma, personnage fabuleux, comment il s'appelle le flic avec sa main là. Renier. Oui, je- fabuleux, un antagoniste Excellent. génial, il est génialissime. C'est marrant, je vais toujours imaginer avec la voix de Colombo. Moi, je Ma trouve femme, toujours- vous disiez toujours. Ah le mec. c'est un peu ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'au début tu le détestes ce personnage et puis au final, Il est génial. par la force des choses, il va rejoindre un petit peu la véritable enquête. Il va arrêter de faire fausse route et là, il va devenir passionnant quoi. Ah oui. Et du coup, bah, j'ai enchaîné comme ça, semaine après semaine. Je demandais des avances sur salaire pour vous dire à quel point je voulais la suite. On l'a vu quand même. Hein. Ah ouais, non, Mais mais non, c'était pas fait je de voulais- bonus à l'époque, quoi. ah ouais, non mais je voulais connaître la suite, donc je demandais des avances sur salaire pour pouvoir me commander les tomes sur la Fnac. Et à la fin, j'ai demandé une grosse avance. Et puis, du coup, je me suis pris les 7 ou 8 tomes qui me manquaient. Je crois que c'est ça. Hein, j'en avais pris 3, non les 4 ou 3 ou 4 derniers tomes qui me manquaient, 4. Et j'ai tout fini comme ça en très très peu de temps. Je crois que c'est un manga que j'ai lu en 2 mois, quoi, un truc comme ça. Donc 3 mois peut-être. Et non, Ah. j'ai vraiment adoré. Alors que moi, c'était un tome par tous les 2-3 mois par Kana, donc voilà, j'attendais. Ah, pas moi. Quel homme pas pu. patient. J'ai pas pu. J'étais dans le truc. Je voulais la suite tout de suite. Je guettais le facteur. Voir putain mon colis la Fnac il arrive là ou c'est comment là. Et je voyais qu'il partait. Oh punaise, c'était Nachi Nozawa qui faisait la voix de Franz Bonaparte. Je n'ai pas vu l'anime. Putain, c'était l'un de ses derniers grands rôles. Nachi Nozawa, c'est la voix de Cobra, tout simplement. La voix de Cobra, c'était la voix de Harrison Ford en japonaise. Enfin, c'était un gros... Et c'est la voix de Lucifer pour revenir à Dragon Ball. C'est une énorme voix japonaise. Une énorme.
Donc c'est quelqu'un qui nous a malheureusement quitté, mais très 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 grand en CU. Ah bah écoute, ça me donne envie de regarder l'animé de Monster. Ouais, l'anime était pas mal. Même la VF se tenait d'ailleurs. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a un mème, ça vient de ce manga, enfin de cet anime. Je suis japonais, je parle japonais, je suis né au Japon, je suis japonais, je suis japonais. Quand il y a quelqu'un qui... Ah, ça vient de là. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il va falloir malheureusement conclure derrière ça. Je vous le cache pas. Faites ce que vous voulez, moi je pense de conclure comme ça. C'est ça quoi, conclure dans le fond derrière. Mais- Pas où, non. De toute façon, vu que Dragon Ball Super 2, ça va pas sortir tout de suite, enfin, Je rigole pour si ça l'instant, sort pas. on est en train de dire ça, on fera peut-être un autre numéro avec d'autres propositions, avec Bah, d'autres écoutez, personnes. C'est vrai que déjà avec tout ce qu'on a dit, vous avez d'aller que jusqu'à Dragon Ball Super 2 à mon avis. Bah écoutez, on va laisser à nos auditeurs s'ils veulent qu'on refasse d'autres podcasts en dehors de Dragon Ball là-dessus, et puis ouais. Bah, dites-nous si ça vous a plu dans les commentaires, si vous avez Et- appris des trucs, si vous avez Voilà. eu envie de regarder certains animés ou de lire certains mangas. Et n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous avez des titres à nous conseiller qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas parlé justement dans le podcast. Et puis voilà. Hein. Et dites-nous aussi qui a le plus parlé entre Bisu et Charnel. Moi j'étais pas mal la première partie, et la deuxième je laissais aller. Pareil, moi j'ai fait l'inverse. La Faut première compter partie, le temps de parole quand vous les présidentielles et puis on verra. On fera un sondage. Non, mais ce qui est très amusant, c'est que voilà, moi j'étais sur les anciens titres et Mizu sur les nouveaux, donc on s'est Voilà, bah, ça se complété. complète quoi, c'est bien. Voilà, Et exactement. moi j'étais au milieu là. Alors, Dark Center, ouais. Ouais, t'as raison. Et les Torbites, je crois que j'en ai pas envie de parler aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y avait autre chose. Bon, on aurait pu parler des Karenugo aussi, hein. Et, Ouais, on aurait pu parler de Lupin aussi. ouais, de- aussi, de nom, c'est Le château de Cagliostro, chef-d'œuvre, que je n'ai Ah, pas réussi ouais, à ouais. voir, que je n'ai pas réussi à voir au cinéma d'ailleurs, mais voilà. Ah chef-d'œuvre bah quand alors, même. qu'est-ce que ça faut fait rechou. Bah, j'ai pas réussi à le trouver. D'accord. Bah, t'as mal cherché. Bah voilà, merci bien. De rien. Mais donc voilà, en tout cas ça nous a fait vachement plaisir de parler d'autre chose que Dragon Ball, car vous le voyez, vous l'avez entendu, bah oui, on aime aussi les mangas pour d'autres œuvres tout aussi passionnantes, peut-être même plus, peut-être dans nos cœurs, je ne sais pas. Oui. Mais voilà. Moi j'avais un pote qui me disait à une époque, il y a au moins 20 ans, ouais, presque 20 ans maintenant, Quel jeu tu fais? qui me disait mais il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie. Et puis j'étais assez dubitatif quand il m'a dit ça quoi. Ah, mais moi j'étais pareil en 2012 quand je suis revenu vers les mangas, mais moi il y avait que Dragon Ball, le reste j'en avais rien à foutre. Ah ça, Depuis ça a faut changer. je me rappelle sur les forums. Oh, Il y a pardon. pas- Ah, ça, il y a pas que. Il y en avait que pour Gohan d'ailleurs en fait. C'était pas Dragon Ball, c'était Gohan, le reste j'en avais rien à foutre. Le gars il est sur un forum où ça parlait du vaisseau de Freezer. Je me demande si Gohan serait bien dans ce vaisseau. Bah évidemment. Et j'ai fait même un débat sur les chaussettes de Gohan. C'est Ah, oh là là. dire quoi. ah, putain, cet homme est Ah, par incroyable. rapport au manga où il emporte des blanches et dans l'anime il emporte pas. Voilà exactement. Ouais. Parce que je savais pas que, moi je pensais que c'était un rajout de je sais pas qui me dit mais qui a été foutre ses chaussettes dans d'autres jeux. Puis il y a quelqu'un qui m'a répondu bah c'est Toriyama. Ah Dommage. du coup j'étais un peu cassé là. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des autres œuvres de Toriyama. Bah on a prévu un podcast un jour pour, ouais, qu'on pourrait effectivement. conseiller. Oui Ouais. le jour où on arrête de le repousser. Le jour où Goten et Thomas seront là. Coucou de Oui, chat. voilà. Ouais, c'est c'est des j'ai pas experts. grand chose à dire en fait. Oh, Moi ouais, j'y connais si. absolument, je les ai jamais lus donc Oh, à part Sandland. Jaco. Sandland, t'auras des choses à dire, Mizumi, je pense. Ouais, mais c'est l'ancien style graphique de Toriyama, alors tu sais, moi. Alors, j'aime C'est beaucoup les Mizu planches. depuis qu'il a lu Medidabis ça y est. Non, mais alors c'est bon, un ouais. truc, non, mais c'est un truc de Bah, fou, dis- j'avais- il est devenu élitiste, tu vois, qu'est-ce que tu veux. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que Toriyama, la gueule de ses persos d'avance, ça me saoule. Par contre, ses persos de maintenant, j'aime bien, genre Dragon Quest tel qu'il est fait depuis la tablette, Dragon Ball aussi. Par contre, j'adore les planches de Sandland, mais surtout pour les décors et le détail, en fait. Tu vois, les véhicules, l'ambiance, etc. Mais la tronche des persos, bah... Ils sont pas moches, c'est pas du tout ce que je dis, hein, juste que c'est une façon de les dessiner Un telle peu qu'il quand les même, dessinait avant. Il les dessinerait tel qu'il les dessine avec son trait d'aujourd'hui, mais je relis Sandland 200 fois. D'accord. Eh ben voilà, demander. bah, On va lui écoutez, demander, hein. c'était le mot de la fin. Bah écoutez, en tout cas pour ce long podcast, on est parti dans tous les sens, mais au moins il y en a pour tous les goûts, pour les anciens C'est ça. et pour les nouveaux. Donc au moins voilà, on a le principal. Et bah écoutez, on espère que ça vous aura plu. Puis si vous voulez qu'on fasse d'autres podcasts ou sur un manga en particulier, peut-être faire un spécial, je ne sais pas. Écoutez,
oui, bon, là, Mizu le fera tout seul. Mais, Ah ouais, il en fait capable, il peut le faire, y a pas de problème. Hein. mais voilà, en Il tout cas, se calme pendant on 2 heures. y réfléchira, et puis voilà, Ah, y a alors- pas de... Sachez que Made in Abyss, ça sort bientôt en vidéo. Enfin, la première saison sort bientôt en vidéo. En VHS et en laserdisc d'ailleurs. Non, DVD, Blu-ray, tout ce que tu veux. C'est chez Dybex, ceux qui ont fait Full Metal Alchemist notamment. Exactement. Et Evangelion aussi, je pense. Du coup, Possible. non. Oui, j'ai mon meilleur ami. Voilà, bah écoutez, Voilà. en tout cas, à très bientôt pour de prochains podcasts, j'arrive plus à parler moi non plus, et c'est la fatigue. Et puis, Bâtard. à bientôt pour du Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball c'est cool là. Ouais. Nanana. Ouais. Ciao. Ciao. Ciao.